ne me connaîtraient pas encore. Il y a pas mal de noms connus quand même dans le chat, donc c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et surtout pour les premiers, enfin pour les personnes que je rencontre pour la première fois, vraiment enchantée. Effectivement, donc comme disait Dani, donc je suis fondatrice de Real Estate in Belgium. En fait, j'aide vraiment les personnes à investir dans de l'immobilier qui rapporte de l'argent chaque mois. C'est vraiment le créneau, la base. Et mon but vraiment, c'est de vous aider à vous construire en fait le parc immobilier qui vous correspond, que vous ayez envie de faire une ou deux opérations ou au contraire que vous ayez plutôt envie de vous construire un super parc immobilier. Franchement, je vous accompagne à chaque étape en vous permettant d'avoir la possibilité en fait d'atteindre vos objectifs puisque l'immobilier peut vraiment être un super vecteur au service de votre vie. Concrètement, donc, ça se fait au travers de coaching individuel, ça se fait également au travers de formations en ligne, de séminaires, d'événements, de vidéos via YouTube. Enfin, vraiment, il y en a pour tout le monde, à toutes les sauces. Et je vois qu'on a résolu du coup le problème au niveau des slides, donc je vais sans plus tarder commencer. Alors moi, j'ai effectivement, comme Dani le disait, donc vous parlez de la partie plutôt donc investissement en nom propre, tout simplement parce qu'actuellement, c'est celle que je maîtrise le plus, étant donné que j'ai commencé avec un schéma classique, c'est-à-dire que j'étais salariée et donc j'avais un CDI qui me permettait d'obtenir facilement en fait des crédits immobiliers. Et si je dois être 100% honnête avec vous, à la base, rien ne me destinait en fait à être réellement entrepreneur. Je savais que j'avais cette petite flamme en moi, mais je ne savais pas ce que je voulais faire, je ne savais pas comment, etc. J'avais envie à un moment à l'époque de lancer une boîte d'organisation de mariage, donc vraiment à 100 lieues de ce que je fais ici au niveau de l'immobilier. Et donc, en fait, l'immobilier était pour moi un moyen de me dire, OK, je vais avoir plus de liberté, ne plus dépendre d'un patron, etc. Et donc, j'étais loin, en fait, de me douter ce qui allait m'attendre par après. Donc, tout naturellement, c'est pour ça, en fait, que mes choix se sont portés vers l'investissement en nom propre, puisque c'était facilement actionnable. Et vous aussi, si vous démarrez ou vous avez déjà démarré, on a vu dans le sondage qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient justement donc en CDI ou du moins sous un statut de salarié. Et c'est vrai que c'est extrêmement facile à ce moment-là d'avoir des crédits pour commencer. Donc, on va démarrer ici avec la partie avantages pour voir concrètement en fait pourquoi c'est avantageux pour vous d'investir en tant que personne physique et on passera aux inconvénients par après. Le premier point qui est vraiment la base, c'est que votre cash flow est net, c'est-à-dire que on a une fiscalité au niveau des personnes physiques qui est vraiment très, très légère puisqu'on est simplement sur votre revenu cadastral indexé x40 et on obtient alors votre taxation. C'est-à-dire que peu importe que vous louiez et que vous touchiez énormément de loyers en fait chaque mois et chaque année, si vous avez un précompte immobilier, donc ce qu'on appelle en France, il y a des Français parmi nous, une taxe foncière qui est assez petit, et forcément votre taxation sera relativement réduite. Et donc l'avantage en fait, c'est que vous savez disposer de votre cash flow comme vous le voulez. C'est-à-dire que si vous faites par exemple 3 opérations qui vous ramènent 300 € de cash flow net, donc quand je parle de cash flow net, c'est vraiment net, toute déduction faite, qu'on s'entende bien là-dessus, eh bien, vous aurez 900 € de cash flow net que vous allez pouvoir utiliser comme vous le souhaitez. Donc, c'est majoritairement le point fondamental en fait et qui permet au début, surtout quand on est salarié ou autre, de se dire voilà, je peux commencer progressivement à diminuer mon temps de travail, je peux commencer à générer plus d'argent, à avoir des fins de mois plus faciles, à avoir de l'argent pour continuer à réinvestir, etc. Et donc, c'est assez vertueux à ce niveau-là. La fiscalité est assez légère, nous l'avons vu. Un autre point qui est intéressant, c'est que si vous démarrez dans l'immobilier, que vous n'êtes pas encore propriétaire d'un bien, en tout ou en partie, vous pouvez bénéficier des abattements. Donc les abattements, c'est quoi? Ce sont des mécanismes en fait qui sont proposés par l'État qui vous permettent de payer en fait des droits d'enregistrement très réduits, puisque quand vous investissez dans l'immobilier, que vous achetez un bien, vous avez à la fois ce qu'on appelle les droits d'enregistrement et on a également en plus les frais d'acte de crédit, ce qu'on peut appeler par abus de langage les frais de notaire. Et donc, les abattements vous permettent sous certaines conditions, on ne va pas rentrer dans ces détails ici aujourd'hui, mais si vous avez des questions là-dessus, j'y répondrai avec grand plaisir dans la partie questions-réponses. Vous pouvez, en tant que personne physique, si vous n'êtes pas propriétaire et sous certaines conditions, bénéficier des abattements.
Pour Bruxelles, ça peut représenter quand même une économie de plus de 21 000 euros, donc c'est non négligeable. En Wallonie, vous avez différents types d'abattements, l'abattement des maisons modestes, des habitations modestes comme on appelle, à 6% au lieu de 12,5%, ce qui fait que le montant que vous payez, par exemple, disons 10 000 euros, eh bien, est divisé par 2, plus ou moins. Donc, ça vous fait quand même un gain assez important. Et donc, c'est vrai que quand vous démarrez, si justement, dans votre cas, c'est peut-être, disons, la trésorerie qui pourrait vous bloquer, eh bien, en fait, grâce à l'abattement, ça va vous permettre de devenir beaucoup plus facilement propriétaire. Et donc, c'est vraiment un mécanisme que propose l'administration fiscale pour encourager, en fait, l'accès à la propriété. Nous avons ensuite un avantage qui est assez intéressant, c'est le crédit à 125%. Donc, au niveau du crédit à 125%, il y avait jusqu'à pas très très longtemps pour les personnes qui achètent en nom propre un crédit donc à 125% pour les primo-accédants. Il y a encore des personnes qui ont pu l'avoir. D'ailleurs, Ellie qui est avec nous ce soir a pu en bénéficier vraiment de justesse avant que ça soit clôturé. On a aussi la possibilité de se faire financer donc à 125%, donc qui signifie en fait que vous mettez rien en fait dans votre acquisition. Donc on vous paye tout, les travaux, les prix d'achat, les frais d'enregistrement, les frais d'acte de crédit, bref, la totale. Vous pouvez donc l'avoir également quand vous avez un bâtiment qui est quitte en tout ou en partie d'hypothèque. Vous pouvez également mettre en garantie en fait toutes des choses de valeur si vous avez des assurances groupes, des assurances pension, des épargnes pension, etc. Il y a tous des mécanismes qui existent et en fait vous avez majoritairement la possibilité de faire ce type de montage en nom propre. En société, c'est pas que c'est impossible, c'est juste que ce n'est pas monnaie courante et donc ça va être beaucoup plus difficile de faire passer ce genre de mécanisme. Alors que si par exemple, admettons que vos parents possèdent une maison où il n'y a plus du tout de crédit dessus, eh bien vous pouvez, vous en tant qu'investisseur, mettre cette maison avec leur accord bien évidemment au préalable en garantie pour avoir un crédit à 125%, ne pas mettre d'argent de votre poche, garder votre cash pour la suite, etc. Et donc, avoir un mécanisme qui est favorable aussi à ce niveau-là. C'est facilement actionnable quand on démarre, comme je le disais, avec un CDI. Si vous avez un petit peu d'épargne, que vous n'êtes pas propriétaire, que vous bénéficiez d'un abattement ou autre, eh bien, vous savez facilement vous faire prêter. Et c'est vrai que ce statut vous permettra aussi, puisque c'est quelque chose de plutôt classique qui sécurise les banques, etc., d'avoir des facilités au niveau de votre obtention de crédit. Ça convient également pour les investisseurs novices, puisqu'en fait, quand on démarre, il y a déjà pas mal de choses à maîtriser, vous le savez, entre trouver une bonne affaire, négocier, faire des travaux, les mettre en location, etc., etc. Eh bien, au moins, vous ne devez pas commencer à gérer toute la structure d'une société. Et ça, Dany en parlera plus longuement juste après, en vous détaillant les avantages et les inconvénients. Mais c'est vrai que du coup, quand on démarre, il y a déjà beaucoup de choses en fait à faire, beaucoup de choses à se préoccuper. Et donc, pour vous, ça vous permettra de vous concentrer sur l'essentiel et de ne pas commencer à vous démultiplier. Alors, Dany, j'ai reperdu du coup l'accès au slide, mais tu peux passer si tu veux bien. Yes, merci. Donc ça, c'est au niveau des avantages. Au niveau des inconvénients, il y en a quelques-uns, bien évidemment. Le principal, c'est le taux d'endettement qui est lié en fait avec le problème d'encours. C'est-à-dire qu'au plus vous contractez des crédits en nom propre, au plus vous avez des risques en fait sur votre tête par rapport aux banques. C'est-à-dire qu'en fait, les banques, tout ce qu'elles veulent, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est sur des conditions d'accès qui sont assez restrictives, avec des 80% de financement, etc. Les banques, elles veulent juste en fait éviter le surendettement. Et donc, en nom propre, eh bien, vous avez ce qu'on appelle un taux d'endettement. Chez nos voisins français, il y a donc ce fameux taux d'endettement de 33% que vous connaissez certainement. En Belgique, il existe aussi, mais on est plutôt sur le reste à vivre, sans vouloir dévier du sujet. Mais donc, c'est important de comprendre que vous n'allez pas pouvoir, en nom propre, investir et sans être jamais stoppé en fait. Ça, malheureusement, ça n'arrivera pas. Il y a un moment où même si vous avez beaucoup d'argent, même si vous avez une belle situation, etc., vous allez vous heurter à un problème d'encours. Votre taux d'endettement va exploser et les banques ne vont plus vous prêter. Donc, si vous souhaitez vraiment avoir un parc immobilier conséquent, eh bien, malheureusement, à ce sujet-ci, l'investissement non propre ne sera pas l'idéal pour vous, mais on en reparlera. On a également les frais qui sont non déductibles.
les frais de notaire, donc vulgairement parlant, quand on fait référence aux frais d'enregistrement, aux frais d'acte de crédit, etc., des matériaux et tout ce qui s'ensuit, eh bien, tous ces frais-là ne sont pas déductibles. Donc, ça veut dire que vous les sortez, vous, de votre poche. Et si vous avez des frais à faire dans votre bien, parce que même si vous rénovez tout, de toute manière, par après, il y aura la vétusté, il y aura des travaux à faire, etc., ben, vous allez devoir les sortir de votre poche, de votre matelas de sécurité. Et donc, il n'y aura pas de déductibilité à ce moment-là. Difficile de scaler. Donc, le scaling, si vous n'êtes pas familier avec cette notion, c'est vraiment cette idée de passer en fait des paliers. Et donc, si vous vous dites, OK, moi, j'ai envie d'avoir par exemple 3 à 4 biens immobiliers, d'avoir 1 500 € de cash flow net et je suis très bien avec ça, super, l'investissement non propre, c'est top. Par contre, si vous vous dites, moi, j'ai envie d'avoir 200 biens immobiliers, là, forcément, en non propre, ça n'ira pas, vous serez bloqué et donc, il faudra adopter une stratégie différente. Et on a enfin, après, un inconvénient qui est le risque de requalification. Donc là, je vais plus faire un focus là-dessus à la slide suivante. Donc, Dani, si tu veux bien passer la slide. Merci. Le risque de requalification, on a entendu beaucoup parler de ça il y a quelques mois et en fait, on est arrivé dans une vague où du coup, beaucoup de personnes qui soit n'avaient pas encore investi ou soit avaient investi en nom propre ont commencé à paniquer. Parce que qui dit requalification des revenus dit que ce fameux cash flow net dont je vous parlais au début, en fait, eh bien, il ne devient plus net. Justement, il est taxé soit au revenu du travail, soit au titre de revenus divers. Ce qui fait que si vous êtes divisé par 50% ou par 30%, forcément, ça fait toute la différence aussi à ce niveau-là. Alors, je crois qu'on a Janine qui a son micro allumé. Donc, du coup, c'est hyper important aussi par rapport à cette requalification des revenus de faire un point là-dessus ensemble aujourd'hui parce que effectivement, actuellement, les revenus en tant que personne physique ne sont pas taxés. Je suis intimement persuadée que ce n'est qu'une question de temps. Alors, je ne parle pas de mois, je ne dis pas que ça sera dans 3 mois, mais dans quelques années, il y aura effectivement quelque chose qui sera mis en place parce que quand on regarde ce qui se fait au niveau d'autres pays et au niveau de notre pays de manière générale, on est quand même assez fortement taxé sur à peu près tout, en fait, pour être honnête. On sait qu'il y aura des mesures qui seront prises. Ça ne veut pas dire que ça sera que négatif et qu'on sera que taxé et que ça sera que négatif pour nous dans ce sens-là. Je pense qu'il y aura du coup des mesures qui vont être introduites, peut-être comme chez nos voisins français où on aura une déduction des amortissements des travaux, etc. Il faudra voir. Je ne suis malheureusement pas devin, donc je ne sais pas vous garantir cela à ce niveau-là, mais je pense qu'effectivement, il y a un moment où ça changera. On en a beaucoup parlé, c'est pas quelque chose de récent puisque effectivement, donc déjà il y a plusieurs dizaines d'années, on voyait des articles qui parlaient de ça. Attention, propriétaires, investisseurs, vos revenus immobiliers vont être taxés. Il y a toujours rien nu. Voilà. Maintenant, qu'il y ait déjà eu des articles qui sont apparus sur ce sujet-là à ce moment-là, c'est une chose. Je pense quand même sincèrement que ça ne durera pas. Maintenant, concrètement, à l'heure actuelle où nous faisons donc cette webconférence, comment est-ce qu'on peut savoir si on risque d'être requalifié ou pas? Alors, si vous posez la question à un comptable, à un fiscaliste, en fait, même eux ne savent pas réellement vous éclairer puisque c'est somme toute assez flou. C'est-à-dire que c'est des prescriptions, ce n'est pas des mesures qui sont forcées. Il y a des gens qui se sont fait requalifier, d'autres pas, etc. Donc, c'est assez flou. Toutefois, je vous ai indiqué donc ici à l'écran quelques critères qui vous indiquent justement si vous avez plus de chances d'être dans la case requalification qu'autre chose. Tout d'abord, il y a la régularité des opérations. C'est-à-dire que si vous avez 3 biens immobiliers et que vous les avez achetés en 10 ans, eh bien, ce n'est pas un facteur aggravant. Par contre, si vous achetez des dizaines et des dizaines de biens par an et qu'en fait, vous avez commencé à constituer un patrimoine sur une durée relativement courte, là, eh bien, c'est un facteur plutôt négatif dans la requalification. Pareil sur la typologie de votre stratégie. Est-ce que vous faites du locatif ou est-ce que vous faites de l'achat-revente? Actuellement, ce qui intéresse surtout le fisc, c'est tout ce qui est spéculatif par rapport aux achats-reventes, puisque c'est là que l'on encaisse du gros cash, puisqu'on peut vraiment faire d'excellentes opérations à ce niveau-là. Et donc, si vous faites de l'achat-revente, à nouveau, vous êtes plutôt dans le rouge que dans le vert par rapport à cette requalification. Ensuite, il y a le fait de savoir est-ce que le patrimoine que vous avez acheté a été acheté cash ou à crédit. C'est-à-dire qu'au plus vous avez mis de cash dans vos acquisitions, au plus
au moins vous risquez du coup une requalification des revenus puisque vous n'avez pas utilisé des effets de levier à outrance. Par contre, si vous avez des biens immobiliers et qu'en fait vous n'avez jamais mis un euro de votre poche puisqu'ils ont tous été financés à 125%, là c'est un facteur aggravant. Ensuite, on a votre expertise au niveau de l'immobilier. Alors pas votre expertise, vos connaissances qu'on va évaluer via les questionnaires, bien entendu, mais juste les connaissances de savoir est-ce que vous êtes agent immobilier, expert immobilier, est-ce que vous êtes entrepreneur ou autre, est-ce que vous avez une profession en fait qui fait que du coup, bien vous en savez plus que les autres et donc si vous êtes dans ce secteur, eh bien vous êtes déjà un petit peu plus dans le collimateur. Ensuite, on a la question de la source de revenus principale. Est-ce que vous vivez de vos rentes? Est-ce que vous avez une activité professionnelle ou autre? Parce qu'en fait, ce que le fisc déteste par-dessus tout, et ce qu'ils essayent de traquer au maximum, ce sont les personnes qui bénéficient de revenus de remplacement, donc chômage, mutuelle, CPS, etc., mais qui, sur le côté, génèrent beaucoup d'argent avec de l'Airbnb, avec de la colocation, avec des immeubles, etc. Donc, ce genre de facteur est extrêmement aggravant dans leurs critères. Maintenant, si de votre côté, ce n'est pas le cas et que vous arrivez à prouver que parce que vous êtes salarié ou parce que vous êtes gérant d'entreprise, voire de plusieurs entreprises, en fait, votre temps, vous le passez dans vos différentes activités professionnelles, à contrario de quelqu'un qui en fait travaille peut-être 5-6 heures sur la semaine et qui en fait est totalement rentier et ne fait absolument rien d'autre, et bien là, ce sont des facteurs à pondérer. Maintenant, tout ce que je viens de vous citer, c'est des choses qui sont retransmises par des comptables, par des fiscalistes, mais comme je le disais, eux-mêmes ne savent pas réellement ce qu'il en est. Donc, c'est toujours à garder en tête. Je pense qu'il y a une part de facteur chance aussi là-dedans. On a vu des personnes qui se sont fait requalifier avec très peu de biens immobiliers. On en a vu d'autres qui, comme je le disais, avaient beaucoup de biens, avaient fait beaucoup de crédits à 125, avaient des revenus de remplacement, etc. Et là, ils se sont fait avoir. C'est toujours délicat. Donc, ce sont vraiment des informations que je vous donne à prendre avec des pincettes puisqu'il n'y a encore rien d'étiqueté, rien de très clair. C'est un peu un choix à la belge, comme on peut le voir dans certaines manières de réagir parfois. Par contre, ce qui est sûr, c'est que dans votre cas, il ne faut pas non plus rester concentré et focus que sur cette potentielle requalification. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a la requalification, qu'on en parle, etc., qu'on sème un petit peu la terreur, entre guillemets, par rapport à ça, qu'il faut rester dans l'inaction et se dire, OK, puisqu'il y a requalification potentielle, je ne sais pas quand, je ne sais pas qui, quoi, comment, où, alors je ne fais plus rien. C'est extrêmement important. Comme je le disais, et ça va être une de mes conclusions juste après, c'est de se dire que vous pouvez très bien avoir 1, 2, 3 biens en personne physique et puis après passer en société et là, ça équilibre les choses aussi. Important de savoir, dernier point par rapport à cette requalification, c'est que si vous êtes requalifié, en gros, vous pouvez toujours contre-argumenter cette requalification. C'est-à-dire que si on vous requalifie à moins 50% par exemple, vous pouvez introduire un recours, etc. pour être requalifié à ce qu'on appelle les revenus divers. Les revenus divers, c'est plus ou moins un taux de 33%. Alors, ça reste quand même conséquent, bien évidemment, mais on aura quand même gagné plus ou moins 20%, donc c'est toujours ça de prix. Et vous pouvez, encore une fois après, réintroduire un recours, etc. Donc, ce n'est pas juste une fatalité, c'est pas vous êtes requalifié et hop, on n'en parle plus. Il y a la possibilité pour vous de vous défendre également. Ce qui m'amène du coup à la dernière chose que j'ai envie de vous partager au niveau du coup de la conclusion sur le fait de savoir en gros par rapport à cet investissement en nom propre, qu'est-ce qui est important ou pas. C'est que comme je l'ai dit, ça convient pour un petit parc immobilier, quelques lots. Si vous, vraiment, vous avez envie d'avoir le strict minimum ou quelques biens immobiliers, mais pas un empire, entre guillemets, immobilier ou du moins un certain nombre de lots, alors cet investissement en nom propre vous conviendra parfaitement. Je l'ai mentionné en début de présentation, c'est vraiment un schéma qui est courant quand on démarre et qui convient bien aussi. Après, ça n'exclut pas qu'on peut investir à la fois en nom propre et également en société. Ça peut être l'un plus l'autre, ça peut être d'abord l'un et puis l'autre. Si je prends mon cas personnellement, j'ai commencé en nom propre, après j'ai créé une société, j'ai continué à faire un dernier investissement en nom propre et puis
Là, j'ai commencé à faire l'investissement aux sociétés en acquérissant un premier bien et puis d'autres qui vont arriver. Et donc, en fait, ça montre qu'on a très bien pu passer d'un schéma d'abord de nom propre et puis nom propre plus société et puis après uniquement société. Encore une fois, c'est du cas par cas, c'est assez malléable avec votre situation, avec ce que vous avez envie de faire, la transition également que vous pouvez opérer. Par contre, ce qui est quand même important aussi de garder à l'esprit, c'est que on propose, du moins, on suggère en fait aux personnes qui ont déjà plus de 22 000 euros de loyer brut chaque année, donc ce qui arrive quand même relativement vite quand vous avez plusieurs biens immobiliers, de passer en société, puisque à ce moment-là, en fait, à partir du moment où vous dépassez ce niveau de revenu, ben là, vous êtes un petit peu dans le collimateur au niveau chiffre par rapport au fisc pour une éventuelle requalification. On l'a vu, ce n'est pas parce que vous générez plus de 22 000 euros, par exemple, que vous serez d'office requalifié, mais en tout cas, ce sera un facteur aggravant, entre guillemets, par rapport à leur terme. À nouveau, si vous désirez scaler et avoir un super parc immobilier, la société sera le meilleur plan pour vous. Mais encore une fois, très important de comprendre que dans tout ce qu'on va vous dire, Dani et moi-même, c'est vraiment important de toujours ramener ça à votre situation, à votre objectif. Quand il y a eu l'annonce de la requalification, je pense que c'était vers octobre-novembre de l'année 2019, il y a plein de gens qui ont commencé à parler de la société, à fantasmer dessus, etc. Et en fait, il faut bien se rendre compte que ce n'est pas fait pour tout le monde, une société. Dany vous expliquera juste après ce qu'il en est par rapport à ça, mais c'est quand même une entité à part. Il y a des choses à gérer, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Donc, ce n'est pas tout de vous dire, ah ben tiens, moi je vais faire une société comme ça et parce que tout le monde en parle, c'est la mode, etc. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut que ça ait vraiment un but, un sens. Donc, sinon, eh bien, ça posera problème. Et pour répondre aux questions donc, qui sont dans le chat, c'est bien 22 000 euros de loyer brut par an. On ne parle pas de cash flow, on parle de loyer brut. Donc, c'est pour ça que je mentionnais que vous pouvez très rapidement, si vous avez quelques biens immobiliers, hop, eh bien, dépasser ce plafond. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu notamment beaucoup de personnes qui ont stressé puisqu'elles généraient beaucoup plus et elles étaient toujours en tant que personnes physiques. À ce moment-là, il y a possibilité de faire des démembrements, etc., etc. Donc voilà, on ne va pas rentrer dans les détails par rapport à ça aujourd'hui, mais en tout cas, sachez qu'il y a des choses qui sont possibles par rapport à ça. Voilà ce que je voulais vous partager par rapport à l'investissement en nom propre. Je vous invite à noter vos questions si vous en avez par rapport à ce qui a été évoqué. Comme ça, j'y répondrai à la fin, donc dans la session questions-réponses. Et je vais céder la parole du coup à mon cher Dany qui, lui, va vous partager son point de vue et tout ce qu'il faut savoir sur l'investissement en société. Yes, merci à toi, Elodie. Juste avant de passer peut-être à ma partie, il y a une question de Virginie qui dit pour le crédit à 125% avec mise en garantie d'une autre maison ou d'un autre bien, est-ce que tu connais des adresses? Est-ce que tu connais quelques courtiers qui peuvent aider les personnes? Souvent, on pose cette Oui, bien sûr, tout à fait. Ce que je ferai, c'est que les personnes qui sont intéressées, je vous enverrai tout ça par email en fait. Donc, il faudra juste me laisser votre mail et alors je vous enverrai tout ça comme ça. Ça indique vers qui vous devez vous adresser, etc. Donc, mais oui, bien sûr, je sais vous renseigner quelqu'un. Merci, Elodie. Il y a quelqu'un, iPhone, qui dit ça fait 50 ans qu'on dit qu'on va être taxé. C'est vrai. C'est vrai, ça fait En longtemps. privé, ça fait 50 ans qu'ils disent qu'ils vont taxer les loyers. C'est jamais fait. Alors, il faut savoir un truc, que si un jour ils viennent taxer les loyers, ne vous inquiétez pas, comme ils font dans tous les autres pays limitrophes, il va y avoir des changements beaucoup de changements. Ça veut dire peut-être les frais de notaire, on va payer beaucoup moins que 15% par exemple chez le notaire. Si on fait des travaux, on peut défiscaliser et ne plus payer d'argent. Ouais. Et je rajoute un dernier point parce que justement, j'étais avec mon fiscaliste il y a quelques jours, Elodie, et lui, il défendait des personnes qui avaient beaucoup plus que 22 000 euros en fait en privé. Et il a réussi vraiment le facteur dont tu disais qui est le plus important, c'est réussir à démontrer que cette personne-là qui exploite ses biens en personne physique ne passe pas 40 heures par semaine sur l'investissement immobilier. Si elle a déjà un CDI quelque part, elle travaille sur une entreprise quelque part, elle a déjà une entreprise qui travaille, elle est occupée et en parallèle, même si elle dépasse les 22 000, même là déjà ça rentre dans le rouge, mais ça reste toujours défendable
si on arrive à démontrer que voilà, on n'est pas en train de faire du Airbnb, on est en train de faire nous-mêmes les ménages 24 sur 24, et en fait, c'est notre boulot à temps plein, et puis on est au chômage ou au CPAS, et puis on gagne 5-6 fois plus en immobilier qu'au chômage ou au CPAS. Tout à fait. C'est vraiment un facteur très important, et voilà, c'est en jurisprudence, ils ont réussi à passer le cas et à démontrer au fisc que non, même si on dépasse les 22 000, on peut toujours être en personne physique et ne pas être requalifié en taxation. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je le disais, juste pour clôturer sur cette idée, que c'est pas parce que vous avez un avis de requalification qu'il faut absolument vous laisser faire. Il faut effectivement donc contre-attaquer entre guillemets et défendre avec les arguments que vous avez, parce que tu viens de mentionner juste ici avec l'exemple, c'est que effectivement sur base de ce qui a été argumenté, ben voilà, la personne a réussi à avoir gain de cause et donc c'est important. Il n'y a pas de fatalité non plus par rapport à tout ça, quoi. Yes. Des gens qui disent 22 000 annuels ou mensuels, c'est bien annuel, j'imagine. Oui, Euh, voyez brut, hein. Voyez ouais. brut. Et les loyers, oui, 22 000, Ariane nous dit que c'est à peine deux loyers. Donc, si on a 2 000 euros, un Mhm. loyer 2 000 euros, un deuxième loyer 2 000 euros fois 24, bah, fois 12, ça fait 24 000. Donc là, déjà, oui, vous arrivez très, très vite. Oui, Super. ouais. Après, Ariane, je vois ici, mais oui, donc on ne passe pas en société avec ça. Après, je n'ai pas dit qu'il fallait absolument passer. C'est les critères qui sont ici mentionnés en fait à ce niveau-là. Maintenant, c'est du cas par cas, hein. Si on reprend l'exemple que Dani vient de nous citer, pardon, on était à beaucoup plus de 22 000 euros et ça s'est bien terminé. Donc, c'est un critère parmi les autres et c'est un indicateur qu'on donne. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut aussi, parce que comme je le disais, la société n'est pas faite pour tout le monde en soi. Donc, faut Yes. tout bien prendre en compte, quoi. Yes. Vincent, il dit, avez-vous l'adresse ou le nom d'un bon fiscaliste pour l'immobilier en Belgique? Merci. Vincent, Elodie et moi, on en parle régulièrement dans nos séminaires. Il y a des intervenants, des grands fiscalistes immobiliers qui viennent parler. Oui, on connaît pas mal de personnes et on est un peu à l'avance par rapport à ce sujet. Donc, on pourra aussi te répondre si ça peut t'éviter de payer des consultations. Sauf si tu as vraiment un grand projet, on pourra en discuter après. Vincenzo, il dit, je suis à 33 cas en personne physique, puis-je transmettre des biens vers ma société? Non, ce n'est pas une bonne idée, Vincenzo, parce que tu vas repayer les frais les droits d'enregistrement si tu passes de privé en personne physique, sauf si tu les mets comme apport. Au lieu de mettre du capital en numéraire, tu mets du capital plutôt en immobilier, mais ce n'est pas la peine de faire cette opération pour le moment. Super. Grégory, il dit, tu devais les racheter, je pense. Non, Grégory, c'est pas bon ça. Très bien. Bon, on va passer plutôt à la partie société. Nous sommes 91 participants. Bienvenue à vous tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc Dani Palmera, je suis ingénieur aéronautique de formation de base. Et très rapidement, 3 ans après, j'ai créé ma propre entreprise de consultance d'ingénierie dans l'aéronautique automobile, ferroviaire et transport. Et puis, au fur et à mesure des années, j'ai continué à créer d'autres entreprises et m'associer dans d'autres entreprises également. Au fur et à mesure, j'ai continué à investir dans l'immobilier locatif via notamment plutôt plus en société qu'en personne physique. Donc, j'ai des biens dans les deux, mais beaucoup plus de biens immobiliers en société. J'ai 9 immeubles aujourd'hui en Belgique avec plus d'une cinquantaine d'unités locatives. Et je suis également fondateur du club The Mind. C'est un club privé dans lequel on accompagne, on organise des séminaires, des conférences pour élever le niveau d'éducation financière pour les gens et accompagner les personnes vers le chemin de l'indépendance financière via 3 piliers: programmation de mindset, business development, création d'entreprise, et plutôt investissement immobilier. Et l'objectif de ma présentation avec Elodie aujourd'hui, je vais vous parler un peu de la différence entre achat immobilier en privé ou en société. Donc, quand il s'agit d'investir dans l'immobilier, il n'existe pas 10 000 moyens de le faire. En Belgique, en tout cas, c'est soit on le fait en personne physique, en privé, soit on le fait en société. Ça répond à 97% de tous les investissements immobiliers. Il existe quelques cas un peu vraiment extrêmes où on part sur des démembrements ou des solutions mixtes dont elle parlait, Elodie, qui sont l'usufruit, nue propriété, amphithéose et plein de choses comme ça. C'est pas le but, c'est pas
du tout le but de cette présentation. Vous pouvez atteindre la liberté financière en étant en personne physique ou en société ou en mixant les deux, personne physique et société, sans faire des montages un peu complexes d'usufruit, de propriété, amphithéose et autres qui sont un peu complexes. Donc, pour ma partie, je vais vous parler un peu de l'investissement immobilier en société. La société est le terrain des grands pour l'investissement dans l'immobilier. Si vous voulez vraiment créer quelque chose de grand, qu'est-ce que ça veut dire grand? J'ai voulu m'inspirer d'un movie très, très intéressant. Est-ce que vous avez déjà vu, par exemple, le film Troy? Donc, le film Troy avec Brad Pitt. Si vous ne l'avez pas déjà vu, c'est un excellent film à voir. Pourquoi? Parce que au début du film, Brad Pitt qui présente Achille, tout le monde connaît le talon d'Achille, il y a quelqu'un qui vient de la part de l'empereur, il vient vers Achille, lui dit Achille, on a besoin de toi pour gagner une guerre. Et Achille, au début, il a refusé d'aller combattre pour cet empereur parce qu'il n'apprécie pas l'empereur pour lequel il va combattre. Et donc, la personne qui est venue le voir, il lui a dit, écoute, si tu ne veux pas combattre pour l'empereur, combat pour ton équipe et on veut que tu sois le général de l'armée parce que sans toi, on ne peut pas gagner. Et donc, Achille, à un moment donné, il est un peu confus. Il demande l'avis de sa maman. Et donc, regardez un peu, j'ai fait un petit extrait de cette vidéo. Restez jusqu'à la fin pour vous expliquer pourquoi je vous présente cette vidéo. Donc, regardez cette vidéo en quelques minutes. Je savais qu'il viendrait te chercher, bien avant ta naissance. Je savais qu'il viendrait. Ils veulent que tu combattes à Troie. Je te fais un autre collier de coquillages, comme ceux que je te fabriquais quand j'étais petit. Tu te souviens? Mère, je décide ce soir. Si tu restes à Larissa, tu vivras en paix. Tu trouveras une femme merveilleuse. Tu auras des fils et des filles qui auront à leur tour des enfants. Ils t'aimeront tous beaucoup. Après ta mort, ils se souviendront de toi. Et quand tes enfants seront morts, et leurs enfants après eux, on aura oublié ton nom. Si tu te rends à Troie, tu connaîtras la gloire. On écrira l'histoire de tes exploits pour les milliers d'années à venir. Le monde n'oubliera jamais ton nom. Mais si tu te rends à Troie, tu ne reviendras jamais. La gloire n'a d'autre prix que celui de marcher aux côtés de ta mort. Et jamais je ne te reverrai. Il ne faut pas pleurer. Pourquoi je vous présente cette vidéo? C'est parce qu'il existe deux types d'entrepreneurs dans la vie. Des entrepreneurs d'empire qui veulent vraiment créer des empires et d'autres entrepreneurs, ça reste quand même des entrepreneurs, sont des entrepreneurs de lifestyle. Okay? Si on prend cette métaphore de ce movie, c'est une excellente vidéo, excellent film. Vraiment, je vous recommande à le voir ce soir. Et vraiment, c'est un choix difficile. Vous devez prendre un choix dans votre vie. Est-ce que vous souhaitez créer quelque chose de grand dans votre vie ou plutôt vous voulez juste être entrepreneur de lifestyle, avoir quelques milliers d'euros de revenus passifs, voyager un peu partout dans le monde, profiter, vous faire plaisir, ou vous voulez vraiment sacrifier quelques années de votre vie pour créer quelque chose de très grand, avoir une villa extraordinaire, vivre un peu un lifestyle inimaginable, avoir des trucs matériels ou non matériels qui vous font plaisir. Voilà. Il existe deux types d'entrepreneurs.
si vous êtes quelqu'un, allez, niveau mindset, niveau personnalité, vous cherchez la partie entrepreneur d'Empire, ben, la société est faite pour vous. Donc, je reviens plutôt sur mes slides. Oups. Donc, si vous êtes, on va pouvoir répondre à toutes les questions après, mais il faut, tout démarre par là, par la personnalité, par les objectifs, par les ambitions, par la vision de chacun. Si vous êtes là pour avoir 3, 4, 5 000, 10 000 euros de revenus passifs tous les mois et pouvoir vivre en Thaïlande et voyager un peu partout et vous amuser, bah, l'investissement en privé est fait pour vous. Si vous voulez vraiment créer quelque chose de très, très grand, c'est plutôt l'investissement en société. L'investissement en société, comme elle disait tantôt Élodie, ce n'est pas quelque chose de… déjà, il y a beaucoup de choses à faire attention quand vous investissez dans l'immobilier. Si vous rajoutez encore en plus comment apprendre l'investissement dans la société, c'est une variable en plus à prendre en considération. Mais pour vous simplifier les choses, pour vous montrer que la société, c'est quelque chose quand même de simple. On ne parle plus de salaire, de taux d'endettement, des choses comme ça. Là, on parle plutôt en société de chiffre d'affaires. Toute société, quand vous vendez des prestations ou des produits, vous faites ce qu'on appelle un chiffre d'affaires dans une entreprise. Ensuite, vous déduisez tous les frais comme les loyers, les assurances, les forfaits téléphoniques, les salaires de vos employés, les travaux, les assurances. Tout ça, ça part dans les frais. Il vous reste ce qu'on appelle les bénéfices comptables dans une société. Okay? Ce n'est pas un cours de comptabilité, mais il faut comprendre ces notions-là pour pouvoir… Quel est l'avantage et l'inconvénient d'investir en société? Donc, ensuite, après les bénéfices comptables, vous avez ce qu'on appelle les amortissements et les dépenses non admises, ce qu'on n'a pas en personne physique. C'est des choses qui viennent se rajouter, qu'on vient de déduire de nos bénéfices comptables, ce qu'on appelle les amortissements. On ne va pas en parler aujourd'hui, mais sachez qu'il existe des avantages quand vous êtes en société. Vous pouvez amortir votre bien et le déduire de vos bénéfices comptables pour arriver aux bénéfices fiscaux, la base imposable à laquelle vous êtes taxé à l'ISOC, à l'impôt des sociétés. Donc, moi, quand j'ai démarré mon entreprise il y a 8 ans, l'impôt des sociétés était à 34%. Et là, au fur et à mesure des années, les MR, ils ont fait vraiment du pushing pour baisser les impôts de société et inciter les gens à créer des entreprises. Donc, ils ont réduit les impôts de société parce que les pays limitrophes sont beaucoup plus avantageux au niveau impôt des sociétés. Donc, une fois on est imposé à 25%, on arrive à ce qu'on appelle des bénéfices après impôt ou le résultat net. Et c'est là, après 6 mois après ou 5 mois plus tard, on fait ce qu'on appelle une assemblée générale, ça veut dire une réunion entre les associés de cette entreprise. Et donc, c'est là où ils décident lors de cette assemblée générale, qu'est-ce qu'on fait avec ce bénéfice net? Est-ce qu'on le laisse dans la société? On appelle ça la réserve, et donc ça ne sera plus taxé. Imaginons que vous avez fait 100 000 euros de bénéfices après impôt, ou plutôt, imaginez-vous, je prends un exemple simple, les bénéfices fiscaux sont de 100 000. Vous avez fait une base imposable de 100 000 euros. Vous allez être taxé à l'impôt des sociétés 25%, donc vous allez payer 25 000 euros à l'État. Il va vous rester le résultat net de 75 000 ou de 70 000, disons. Disons 70 000 pour faciliter l'exercice. C'est là où, lors de l'Assemblée générale, vous décidez, est-ce que je laisse ces 70 000 dans la société? Et donc, si vous laissez ça dans la société, c'est maintenant la société qui possède ces 70 000 euros, ou je distribue ça comme dividende à chaque associé. Et là, on doit payer de nouveau 30% de précompte mobilier, ce qui fait à peu près 21 000. Donc, il va vous rester, si vous êtes seul gérant de cette entreprise, vous avez 100% de part, il va vous rester net dans votre poche à vous, en privé, 49 000 euros ou 50 000 euros, disons. Donc, j'ai une question à vous poser et dites-moi dans le chat si vous avez bien compris. Est-ce que si vous voulez investir dans l'immobilier, qui préfère prendre l'argent de la société
en personne physique. Ça veut dire qu'il lui reste 50 000 euros net dans sa poche. Et avec ces 50 000, il les met comme apport pour investir dans l'immobilier. Donc, avec 50 000, vous allez peut-être acheter un immeuble à 250 000. Ou vous préférez laisser cet argent dans la société qui est de 70 000 ou 75 000. Et avec 75 000, vous pouvez peut-être acheter un immeuble de rapport à 350 000. Qui préfère que la société achète un immeuble de rapport à 350 000 et qui préfère que non retirer cet argent-là en personne physique et les investir par la suite en personne physique. Dites-moi un petit peu dans le chat, société, je la laisse, société, je préfère que la société achète un nouveau bien. Donc, la plupart des gens disent un peu la société. Ok, c'est bien, mais bon, le bien n'appartient pas à vous en privé, il appartient à votre société, n'oubliez pas. Ok, donc la plupart des gens voilà, disent la société. Merci pour ces réponses. Je suis d'accord avec vous. Mais aujourd'hui, je vais vous dire qu'il existe en société, vous pouvez soit investir l'argent après avoir sorti cet argent en privé, soit c'est la réserve qui investit cet argent, soit il existe un autre moyen. Pourquoi se faire taxer même à l'ISOC? Il existe des moyens, au lieu de sortir 50 000 en personne physique et au lieu d'investir 70 000 de la société, on peut investir 100 000 euros juste avant la fin de chaque année fiscale, d'une manière à qu'on arrive à la base imposable qui est égale à zéro. Et donc, avec 100 000 euros, je peux les mettre sur la table et je peux lever un immeuble à 500 000 à la place de sortir l'argent pour moi en privé et investir dans un petit immeuble en privé. Okay? Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est très puissant. Il faut que vous compreniez que vous pouvez faire le choix comme vous le souhaitez. Vous investissez en privé ou en société. Tous les deux, c'est déjà bien de ne pas laisser son argent sur un compte bancaire. Mais il faut savoir que quand vous êtes en société, vous ne faites pas taxer et vous pouvez aller lever et faire des gros immeubles et investir, atteindre la liberté financière beaucoup plus rapidement que si vous sortez l'argent, que ce soit en salaire ou de la société. Cet argent, il est déjà taxé que vous utilisez en personne physique. Donc, ça dépend, mais il n'y a pas tout le monde qui a déjà une société. C'est pour ça, on va prendre maintenant donner les avantages et les inconvénients. Mais avant de commencer, je veux que vous compreniez cette phrase-là. Pourquoi je la répète toujours dans nos séminaires avec Elodie? C'est que les riches investissent avant impôt, les pauvres investissent après impôt. Okay? C'est exactement ce que je viens de vous présenter à l'instant. Je répète une deuxième fois, non, ce n'est pas un copy-paste erroné. Deux fois, les riches investissent avant impôt, les pauvres après. Okay? Les riches investissent avant impôt et ils vont beaucoup plus rapidement vers l'indépendance financière. Okay? Ça dépend. Si vous êtes un entrepreneur d'empire, comme Achille, il a quand même décidé d'aller à la guerre. Il savait qu'il allait mourir. Sa mère lui a dit, tu risques de ne pas revenir, je ne vais plus te revoir, mais l'histoire parlera de toi. Et la preuve, c'est qu'on est en train de parler de lui aujourd'hui. Et il y a des bouquins et des vidéos qui sont sur le talon d'Achille. Alors, quels sont les avantages et inconvénients d'un investissement immobilier en société? On va commencer par les avantages. Les avantages, c'est que, le premier avantage, c'est que les frais d'acquisition, ça veut dire les frais de notaire, les droits d'enregistrement, les précomptes, tous ces frais-là, vous allez pouvoir les déduire avant impôt. Alors qu'en personne physique, si vous êtes déjà taxé, vous utilisez votre argent, c'est trop tard. C'est très puissant. C'est grâce à ces déductions de frais d'enregistrement, des droits d'enregistrement et des frais de notaire que vous allez payer, qui sont de 15% à peu près, que ce n'est pas votre argent. Vous allez prendre l'argent des banquiers qui n'est pas taxé, vous allez emprunter, vous allez vous endetter. Et grâce à cet endettement où il n'y a pas de taxe dessus, vous allez pouvoir payer des frais de notaire de 15%. Et ces frais sont déductibles dans les frais de votre société, comme je vous ai montré, juste en dessous du chiffre d'affaires. Ça veut dire que vous allez payer vos dépenses même avant impôt. Alors que vous, en personne physique, quand vous achetez même votre PC chez vous, celui-ci a été acheté après impôt. Au lieu d'avoir 2 000 euros dans votre poche, vous avez été taxé, il vous reste 1 000. Et avec ces 1 000 euros, vous avez investi, vous avez acheté un PC. Alors qu'en société, vous pouvez mettre le PC dans les frais directement. Ça, c'est le plus grand avantage. Et ça, quand vous allez le comprendre, que grâce à ça, vous n'allez plus jamais payer d'impôts, vous ne pouvez plus. Quand vous comprenez, ça demande juste une éducation financière. Oui, la société, c'est un petit peu plus complexe
que l'investissement en privé. Mais une fois que vous compreniez ça, c'est irréversible. La deuxième partie, c'est l'amortissement. Il faut savoir qu'une société qui achète un PC, le PC, il va se dégrader en un an. S'il achète une imprimante à 200-300 euros, on peut la déduire en one-shot dans les frais. Mais si vous achetez des grands investissements, des choses qui durent beaucoup plus qu'une année, par exemple des bureaux, une voiture, des immeubles, on appelle ça des investissements. Ce n'est plus des frais. Et donc, on commence à amortir ces investissements. Normalement, dans un bien, dans une société, on amortit un bien immobilier non industriel en 33 ans, alors qu'un bien immobilier industriel en 20 ans. On peut déroger à la règle en réduisant les années d'amortissement si le bien qu'on achète, il a plus que 30 ans de construction. S'il n'est pas neuf, il a plus que 30 ans, on peut l'amortir sur moins d'années. Plus on l'amortit moins, plus les amortissements seront élevés. Et rappelez-vous, les amortissements, regardez où ça arrive ici, juste avant les bénéfices fiscaux. Donc, ces amortissements fictifs vont venir réduire vos bénéfices fiscaux d'une manière à que vous payiez moins d'impôts de société. Donc, c'est un grand avantage. On n'a pas ça en personne physique. Ensuite, vous voulez faire des travaux, vous voulez payer vos assurances, vous voulez payer le précompte immobilier, vous voulez payer l'électricité et le gaz. Tout est déduit avant impôt. N'oubliez pas que les riches dépensent avant impôt, les pauvres après. Ensuite, l'un des avantages, c'est la transmission de patrimoine qui est moins taxée. C'est que si vous voulez donner votre empire à vos enfants, si vous le faites en privé, ils vont être taxés, ils vont peut-être lors de la transmission, ils n'ont pas assez d'argent pour pouvoir prendre ces biens, ils vont vendre ces biens immobiliers que vous avez, ce parc immobilier que vous avez construit parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour pouvoir payer pour le garder. Alors, via une société, la transmission du patrimoine est beaucoup moins taxée. Une chose très importante, elle en a parlé, Élodie, c'est qu'elle a dit qu'en personne physique, votre taux d'endettement, il vous met en danger. Ça veut dire s'il y en a un investissement qui capote, là, votre patrimoine privé, on vient chercher votre résidence principale, on vient chercher votre maison pour pouvoir payer vos dettes. Alors qu'en société, la responsabilité est limitée. Donc, on appelle en anglais Limited Liabilities Companies. Okay? Donc, la responsabilité est limitée d'une manière à que s'il y a quelque chose qui capote, ce n'est pas grave, c'est la société qui fait faillite, qui a un capital de 3 000 à 4 000 euros. Personne ne viendra toucher votre villa à la plage, personne ne pourra toucher votre voiture en personne physique, personne ne pourra toucher au lingot d'or que vous avez quelque part. Voilà, la responsabilité est limitée au capital qu'on a mis dans une entreprise. C'est un très grand avantage. Okay? Alors, ensuite, l'avantage, c'est se positionner sur les immeubles mixtes. Donc, il y a quelque chose, Élodie, elle vous a dit que le loyer en privé, quand vous investissez en personne physique, les loyers que vous touchez, c'est presque net d'impôt en fait. C'est comme si vous avez un salaire net d'impôt, vous êtes presque pas taxé du tout. Ça, c'est vrai pour les biens d'habitation. Mais si vous achetez des immeubles de bureaux, des immeubles de commerce, là, en privé, vous allez être taxé. C'est plutôt pour l'habitation où le loyer est net d'impôt. Et qui dit habitation, qui dit que tous les Belges courent pour acheter des biens d'habitation, ce qui fait que le prix des biens d'habitation est hyper cher et c'est très difficile de faire des bonnes affaires sur les biens d'habitation. Le fait de travailler en société, vous allez remarquer que c'est souvent les immeubles mixtes, c'est ceux qui restent le plus longtemps sur le marché. Pourquoi? Parce que les Belges, par manque d'éducation financière, n'ont pas envie de créer une entreprise, n'ont pas envie d'être éduqués financièrement pour créer une entreprise. Ils vont juste acheter un immeuble de rapport d'habitation, quitte à le payer 30% plus cher que ce qu'il vaut, mais bon, au moins, ils croient que c'est net d'impôt les loyers. Et ils laissent tomber les belles opportunités où il y a par exemple un commerce en bas et puis des habitations au-dessus, des entrepôts en bas et des habitations au-dessus. Donc, en société, ceux qui font par exemple tous mes achats en investissement, je fais de très belles affaires parce que je me positionne sur des biens où la plupart des gens ne veulent pas. Et un investisseur, il doit aller se positionner où il y a le moins de monde possible. Okay? Le fait d'être en société, que ça soit un loyer commercial ou un loyer d'habitation ou entrepôt ou bureau ou peu importe ce que c'est considéré comme chiffre d'affaires. Et si vous êtes éduqué financièrement, Élodie et moi, on va vous expliquer comment investir cet argent avant impôt. Comme ça, vous arrivez à la fin de l'année fiscale
vous n'avez pas 1 euro à payer en impôt de société. Les inconvénients de l'immobilier en société, c'est l'opposé un peu de l'investissement en personne physique. Par exemple, les loyers en personne physique, ils sont nets d'impôts. En société, ils ne sont pas nets d'impôts, en fait. Ils sont taxés à l'impôt des sociétés parce qu'ils sont considérés comme chiffre d'affaires. Okay? Giovanni, il dit et récupérer la TVA. Non, Giovanni, on ne peut pas récupérer la TVA sur des biens d'occasion, mais sur des biens immobiliers. Pardon, oui, donc tu peux récupérer la TVA si le bien est destiné aussi avec une location avec TVA. Si tu veux faire des travaux, par exemple, dans un bien d'habitation, là, tu ne récupères pas la TVA en société. Tu dois la payer. Donc, pour revenir un peu au point négatif ici, à l'inconvénient, je dirais, c'est que les loyers, ils ne sont plus nets d'impôts en société, ils sont considérés comme chiffre d'affaires. Moi, j'ai dit moins et plus, c'est un inconvénient, mais un avantage. Il y a toujours un sauf si. Dans la société, si vous faites quelque chose avant la fin de l'année fiscale, vous ne payez pas d'impôts en société. Donc, il y a toujours un sauf si, c'est ce qu'on explique lors du séminaire avec Elodie. Et si le deuxième inconvénient, c'est que contrairement à l'investissement en personne physique, si vous attendez 5 ans en personne physique et vous revendez ce bien immobilier, la plus-value que vous allez faire en privé, elle n'est pas taxée. Alors qu'en société, plus vous attendez longtemps pour revendre votre bien de la société, plus la taxation sur la plus-value comptable est élevée. Mais il y a toujours un sauf si. Sauf si, il y a deux choses. Si vous faites ça ou si vous faites ci, vous ne payez pas ces impôts-là. Et lors des séminaires, on va vous expliquer clairement comment faire pour éviter de payer des impôts. Il faut juste être éduqué financièrement. Le dernier point, pas le dernier point, mais un autre inconvénient, c'est qu'il n'y a pas d'abattement pour les primo-acquéreurs, comme elle disait Elodie, pour les gens qui commencent dans l'immobilier. À Bruxelles, par exemple, on a moins 22 000 euros en moins chez les frais de notaire à payer si on achète notre premier immeuble dans lequel on va habiter 5 ans. En société, on n'a pas ce genre d'abattement. Le deuxième inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de crédit 125% aussi en société. Mais évidemment, si vous avez d'autres biens dans la société, la banque va vous demander de mettre beaucoup moins d'apport possible. Le premier, peut-être, elle va vous demander 20% d'apport. Le deuxième, 17%. Le troisième, 15%. Moi, je suis arrivé à 12% avec mes investissements immobiliers d'apport. Ensuite, le point aussi un peu dérangeant dans les sociétés, c'est que ça nécessite quand même des connaissances en gestion de société et de fiscalité. C'est ce que je viens de vous expliquer. Vous ne pouvez pas investir dans la société si vous n'avez pas ces notions-là, si vous n'êtes pas éduqué financièrement. D'où la nécessité d'être accompagné par quelqu'un qui a déjà une entreprise ou poser la question à d'autres membres de votre famille qui ont déjà des entreprises, qui ont investi dans l'immobilier avec une entreprise pour comprendre un peu le truc. Ce n'est pas quelque chose de très difficile. Une fois que vous l'avez compris, c'est easy. Après, vous ne pouvez plus vous arrêter. Et à la fin, le dernier point, c'est qu'en société, les banquiers, vu que vous n'êtes pas… Vous n'avez pas mis votre caution personnelle, ça veut dire vous n'êtes pas responsable du crédit comme vous êtes en privé. C'est la société qui va contracter le crédit. C'est la société qui a une responsabilité limitée. Donc, c'est un peu plus risqué pour la banque de donner des crédits, surtout le premier. Mais donc, c'est pour cela, au début, elle va vous demander un apport de mettre 20% au lieu de juste 15% d'apport. Elle va vous demander peut-être 20%, voire parfois 25% dans certains cas. Mais bon, sachez qu'en société, vous allez pouvoir accumuler beaucoup plus facilement qu'en personne physique. Donc, en société, l'accumulation, elle est beaucoup plus rapide et vous allez utiliser cette accumulation avant impôt. Alors que oui, en personne physique, imaginez, vous avez accumulé, mis de côté 50 000 euros. Ces 50 000 euros, vous aurez dû avoir 100 000 euros quelque part, vous avez déjà été taxé. Alors qu'en société, vous pouvez utiliser ces 100 000 euros avant taxation pour les utiliser comme apport pour acheter des plus grands biens immobiliers. Donc, voici les avantages et les inconvénients de chaque partie. Je reprends les questions juste après. Et là, je vous ai fait un résumé pour que vraiment, beaucoup de personnes m'ont dit « Dani, je ne peux pas être présent à ce webinaire. S'il te plaît, enregistre-le. J'ai besoin de savoir. Je me pose la question depuis un moment. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. C'est flou. À chaque fois, je pose des questions pendant mes séminaires. On me dit ça dépend, ça dépend, ça dépend, ça dépend. C'est toujours la même réponse. Et je me suis dit avec Elodie aujourd'hui, Elodie, tiens, on va leur présenter quelque chose qu'il n'y a plus de ça dépend.
C'est que si je suis un entrepreneur d'empire, c'est ce que je dois faire. Si je veux être un entrepreneur de lifestyle, c'est ce que je veux faire. Et si je veux faire les deux, ben, je fais un mix des deux. Mais il n'y a plus de ça dépend. Donc, si vous êtes comme Achille, un entrepreneur d'empire, et il y a toujours des conditions. Vous avez déjà une société, par exemple comme moi, j'ai une entreprise qui rapporte de l'argent et qui n'est pas trop risquée, une société de consultance par exemple, qu'elle n'est pas dans l'ORECA, ce n'est pas dans la rénovation, construction et tout ça, ce sont plutôt des sociétés à risque. Mais si vous avez une société qui n'est pas trop à risque, ça veut dire une société de management, une société de service, une société de consultance, une société de marketing, une société de quelque chose. Si vous avez une société d'exploitation que vous exploitez déjà et qu'elle n'a pas beaucoup de risques, ben là, la question, si vous êtes un entrepreneur d'empire, tout commence par là. Quelle est votre vision sur du long terme? Ça, c'est le début de tout. Si vous avez vraiment envie de créer, avoir 15, 20 immeubles pour pouvoir vivre une vie de rêve, donner un patrimoine immobilier à vos enfants qui nourrit vos enfants et vos petits-enfants, ben là, il ne faut pas chercher, quoi. Vous êtes un entrepreneur d'empire. Si vous voulez rouler dans des Ferrari, dans des Porsche, si vous voulez avoir une villa avec des piscines, si vous voulez voyager en business class, si vous voulez aller dans les meilleurs hôtels au monde, pour payer le meilleur champagne au monde, aller dans les meilleurs restaurants étoilés, avoir les meilleures expériences et de lifestyle, vous êtes un entrepreneur d'empire. Si vous êtes en mode backpack, je prends mon sac à dos et je vais faire une tente et je vais aller faire un pique-nique 5 jours dans la forêt. Voilà, je ne veux pas être dans un hôtel 5 étoiles et tout. Ben, vous êtes un entrepreneur de lifestyle. On respecte. Si vous êtes un entrepreneur de lifestyle, je respecte. Si vous êtes un entrepreneur d'empire, on respecte aussi. Donc, c'est vos rêves, c'est vos ambitions. On n'est pas là pour juger l'un l'autre. On est là pour dire il faut que vous compreniez quel type d'entrepreneur vous êtes dans l'investissement immobilier et en fonction, vous agissez. Donc, si vous êtes un entrepreneur d'empire et vous avez déjà une entreprise qui tourne et qui rapporte de l'argent et vous payez beaucoup d'impôts de société depuis des années, mes chers amis, chaque année, vous payez des milliers d'euros d'impôts de société. Vous n'êtes pas éduqué financièrement. Qu'est-ce que vous attendez pour acheter un séminaire à 200, 300 euros qui change complètement votre vie par rapport à l'éducation financière et à l'investissement en société? Donc, vous devez ici mélanger l'immobilier avec votre société d'exploitatrice, évidemment en protégeant la partie exploitatrice avec une RC professionnelle, une assurance responsabilité professionnelle, et vous créez un patrimoine immobilier à côté. Si vous utilisez cette méthode-là, ben, j'appelle ça la Ferrari de l'indépendance financière. C'est pour cette raison, en 8 ans, j'ai créé un empire parce que j'ai utilisé ce véhicule-là. Et ce n'est pas le seul véhicule pour atteindre la liberté financière. Il y en a qui veulent utiliser une Porsche, il y en a qui veulent utiliser une Clio, il y en a qui veulent la trottinette et l'autre qui vont aller à pied. Donc, tous les chemins mènent vers l'indépendance financière, mais ça dépend de votre activité et tout ça. Donc, si vous êtes un entrepreneur d'empire et vous avez déjà une société d'exploitation, c'est ce qu'il faut faire. Vous ne savez pas comment le faire, on va vous expliquer comment faire. Si vous êtes entrepreneur d'empire, une société d'exploitation avec bénéfice, mais votre société, elle est risquée, ça veut dire c'est une société dans restauration, horeca, hôtellerie, café, rénovation, construction. Ça, on appelle, ce sont des sociétés un peu à risque. Et donc là, il existe un peu une autre type d'éducation financière, c'est plutôt faire des montages de fiscalité qu'on pourra vous expliquer lors du séminaire avec Elodie. Il y aura des fiscalistes qui vont venir expliquer un peu comment faire des sociétés de management, comment faire des sociétés qui sont gérantes administratives d'une autre société au lieu que ce soit une personne physique, comment utiliser les holdings, comment faire des montages d'une manière à remonter l'argent vers l'autre entité qui, elle crée, elle investit dans l'immobilier. Oui, c'est toujours une entreprise parce que vous êtes un entrepreneur d'empire. Rien ne vous empêche de faire les deux. Après, si vous n'avez pas de société existante et vous vous êtes identifié à Achille qui était prêt à ne plus jamais voir sa maman et ses enfants et sa femme, et puis il savait qu'il allait mourir pour que l'histoire parle de lui, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous attendez? C'est le moment de créer une entreprise maintenant, c'est le moment surtout après le Covid maintenant. Il va y avoir des subsides, il va y avoir des aides, il va y avoir des opportunités. C'est le moment. Donc ensuite, si vous n'êtes pas un entrepreneur d'empire, ben vous êtes un entrepreneur plutôt de lifestyle. Non, Dani, moi je suis zen, je veux 2000 euros de revenus passifs et je vais aller vivre en Thaïlande, des massages,
les mojitos, les balades à la plage, louer des scooters à 2 euros par jour. Là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Vous pouvez continuer à faire ce que vous faites en personne physique et accumuler un peu plus de personnes. Juste soyez éduqués financièrement qu'au cas où vous avez une requalification, que le fisc ne vous requalifie pas les loyers en tant que revenu. Et c'est pour cela il faut être entouré par des gens. Elodie, vraiment, j'ai appris même des choses aujourd'hui qu'elle vous a donné quand même pas mal d'astuces comme quoi éviter la requalification en personne physique. C'est puissant. C'est ce qu'il va vous dire un fiscaliste. Il va vous facturer 300 euros l'heure que vous avez passée avec lui. Et puis après, il va vous dire, ouais, si un jour on vous tombe dessus, vous prenez un avocat, quelques milliers d'euros pour que l'avocat puisse vous défendre, mais sachez que 90% des fois, vous allez gagner. Okay, contre le fisc, si vous avez un bon avocat, si vous êtes bien conseillé, vous êtes bien entouré et vous nous connaissez, on a les bonnes personnes qui savent défendre les gens, et vous allez à 90% des choses, vous allez gagner contre le fisc. Et peut-être les 10% restants, au lieu que ce soit taxé en revenu professionnel à 50% plus les centimes additionnels 60%, elle vous l'a dit, elle le dit, on va pouvoir vous limiter à des revenus divers plutôt, taxés à 33%, et c'est mieux que d'être taxé à 60%. Si vous êtes un entrepreneur de lifestyle, voilà, il n'y a rien à faire, continuez à investir dans l'immobilier locatif en personne physique et voilà, tout va bien. Bravo pour vous, vous allez atteindre la liberté financière, mais plutôt en 7 ans au lieu de quelqu'un en société en 3 ans. Et si vous êtes un peu mélange des deux, maintenant, c'est ce que je fais. Investir en personne. Regardez par exemple Elodie et moi. Elodie, elle a commencé en personne physique, maintenant elle se retourne en société. Elle est en train de mixer entre les deux. Parce qu'au début, peut-être, elle croyait qu'elle était une entrepreneur de lifestyle, puis elle se rend compte jour après jour qu'elle a envie de créer un empire, elle a envie de grandes choses, ses ambitions grandissent, ses rêves grandissent, elle a envie d'être sur un yacht, elle a envie de rouler en une belle voiture, elle a envie de voyager en business class. Elle a dit, tiens, je veux créer un empire, je veux grandir, et elle a commencé à basculer en société. Moi, personnellement, c'est différent, j'ai commencé en société, et puis qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai mon premier bien immobilier, mes 2 biens immobiliers, un en Belgique, un en dehors de la Belgique. Je les ai achetés en personne physique. Et maintenant, je suis en train d'acheter un 3e bien immobilier en personne physique à cash flow positif, d'une manière à que le cash flow positif puisse rembourser les loyers de ma villa, les crédits hypothécaires de ma villa. Donc, j'ai aucun passif dans ma vie parce que le seul passif que je paye tous les mois de ma vie, c'est la villa dans laquelle je vis et c'est quelque chose que je dois trouver un 2e bien immobilier en privé avec un cash flow positif d'une manière à qu'il paye ma villa. Puis si j'ai envie d'un 3 000 euros en plus net d'impôt, je vais faire un 3e, 4e investissement immobilier. Oui, je vais dépasser les 22 000 euros annuels, mais je suis bien entouré, bien conseillé et je prépare pour éviter la surprise après. Et on peut le faire. Okay? Il y a les règles fiscales et on peut toujours déroger à ces règles-là si on arrive à bien les défendre. Parce qu'il n'y a pas une science fixe ici, science exacte. Ce n'est pas 1 + 1 = 2. La partie fiscalité, c'est si on arrive à prouver des choses, on peut contourner les règles. Donc voilà, je profite aussi. Donc on arrive un peu à la fin. On vous a expliqué l'avantage, l'inconvénient de chaque partie. On est là maintenant pour répondre à toutes vos questions, que vous investissez en personne physique ou en société. Merci à vous tous. Vous êtes 97 participants. J'espère encore. Appelez vos amis pour qu'on soit 100, pour qu'on dépasse la barre de 100. Mais avant les questions-réponses, nous avons envie de vous parler d'un séminaire unique en Belgique qui n'existe pas encore. Organisé avec Real Estate in Belgium par Elodie et The Mind avec moi. Ça fait 2 ans qu'on essaye d'organiser, on organise des séminaires de notre côté séparément. Là, avec Elodie, avec notre partenaire, on s'est dit, Elodie, tiens, le but, ce n'est pas gagner de l'argent sur ce séminaire. Le but, c'est d'éduquer le maximum de personnes possible par rapport à ces séminaires. Et donc, on a vraiment réfléchi à du contenu pour 3 jours de séminaire. Ce n'est pas un séminaire où on saute, on danse et voilà, il n'y a rien. C'est que du contenu. C'est que du contenu. Et ce séminaire-là, ça parle de 3 choses. Donc, ça parle de une partie mindset, voire ça parle de 4 choses. Une partie santé, parce que sans la santé, ça ne sert à rien d'avoir tout l'argent du monde. La bonne nutrition, mindset, bonne nutrition. Si vous avez un bon mindset,
Et ben ensuite, on va vous expliquer comment créer des entreprises. Vous allez sortir, vous connaissez tout sur l'entreprise, les montages les plus complexes jusqu'à les plus simples. Donc, vous allez tout connaître, comment créer une entreprise de A à Z, comment investir dans l'immobilier avec cette entreprise, comment augmenter son chiffre d'affaires, comment avoir plus de clients, comment ne pas payer d'impôts légalement, comment sortir de l'argent en personne physique sans payer d'impôts ou le moins d'impôts possible. Oui, c'est possible, il faut juste être éduqué financièrement. Et une journée et demie est dédiée à l'investissement immobilier locatif et on va parler un petit peu des achats-reventes à la fin. Donc, c'est vraiment un séminaire complet de 3 jours qui allie mindset, santé et nutrition, business development et investissement immobilier que Elodie et moi, on va vous présenter. Et il y aura une dizaine d'intervenants, des fiscalistes, des avocats, des comptables qui vont nous donner des pépites d'or. Chaque information que vous allez tirer, ça vaut les 3 jours que vous avez investis avec nous. Combien ça coûte ces 3 jours? 69 € hors TVA. 69 € hors TVA. Okay? Si vous êtes en train de payer des dizaines de milliers d'euros en impôts de société, vous n'êtes pas éduqué financièrement. Le but, c'est de s'éduquer financièrement, investir dans des formations pour comprendre le mécanisme et être bien confiant dans ses choix en investissement immobilier. Donc, voici les places Early Bird. C'est des tarifications Early Bird pour le moment. Donc, c'est je pense, début juin ou mi-juin, ces tarifications vont disparaître. Le prix va doubler, voire tripler. C'est vraiment, on fait ça pour faire passer les gens à l'action rapidement. Ça sera à Bruxelles. On vous donnera le lieu exact un peu plus tard. Soyez nombreux, inscrivez les gens qui vous tiennent à cœur, les membres de vos familles. Venez à plusieurs pour cela. Voici les liens pour arriver à ce site-là. Soit vous allez sur le site themind.be, vous tapez Cashflow and Freedom, il y a un bouton qui s'appelle Cashflow and Freedom, ou vous allez directement, je vais vous mettre ça dans le lien, ou peut-être Elodie va vous mettre le lien, je viens de vous le mettre ici, vous allez directement sur Eventbrite et vous prenez vos places avant la fin du mois. Ce sont des tarifications hors libre. Évidemment, il y a des tarifications VIP aussi qui ne sont pas très chères pour 150 €. Vous pouvez même passer une journée avec Elodie et moi pour poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. On va passer une journée avec vous. Il y aura peut-être le workbook à vous fournir avec cette place et vous aurez des places devant en VIP. Donc, regardez un petit peu le lien et inscrivez-vous nombreux. Donc, je vais peut-être donner la parole à Elodie si elle veut rajouter quelque chose par rapport à ce séminaire, Elodie. Et sinon, je vais revenir un petit peu vers le haut pour répondre à toutes vos questions. Maintenant, je reste avec vous. Je reste avec vous jusqu'à la fin pour répondre à toutes vos questions. Elodie, tu m'entends? Alors, Elodie, où est-ce qu'elle est, Elodie? Bon, apparemment, Elodie, elle est partie ou elle a eu un petit souci. Ok, good. On va l'attendre, elle va revenir. Ou peut-être elle est tout simplement ici, mais elle n'a pas accès au micro. Oui, c'est peut-être ça. Tiens, j'active le micro. Elodie, tu nous entends? Yes, je ne suis évidemment pas partie, j'étais bien là, mais j'avais juste le micro coupé. Donc, effectivement, donc, comme Dani, donc, tu viens de le dire, donc, ça va vraiment être un séminaire assez fou. En fait, l'ambition qu'on a, nous deux, derrière, avec ce séminaire, c'est qu'en fait, après ces 3 jours, vous en sachiez plus en fait, sur tout ce qui est business, mindset, développement personnel, investissement immobilier que 99% de la population. Donc, c'est un challenge assez élevé, mais croyez bien qu'on a derrière nous tout ce qu'il faut pour l'atteindre. Donc vraiment, ça va être un truc de fou. N'hésitez pas, prenez-le, ça part vite au niveau des places également. Et donc pour répondre à 2-3 questions dans le chat, donc il y a bien 2 types de places, comme tu disais. Une place, donc tarification normale, donc 69 € hors TVA en early bird. On a également une place VIP pour passer donc un moment avec Dani et moi en plus. Et donc effectivement, c'est pour ça que quand vous arrivez sur Eventbrite, vous voyez 2 gammes de prix, c'est bien 69 €. Les montants sont hors TVA, hein, donc la TVA va se rajouter après. Et donc là, vous choisissez. Et dans quelques semaines, effectivement, ça va passer au prix normal. Parce que sincèrement, voilà, 69 € juste pour 3 jours, c'est juste un truc de fou. Voilà ce que j'avais envie de vous rajouter donc, par rapport à ce séminaire. Si vous avez des questions par rapport au séminaire ou autre, n'hésitez pas.
Denis, tu me permets, j'ai vu passer une petite question par rapport à l'abattement des 6% auquel je vais vite répondre. Alors, donc, ici, il faut juste que je retrouve où est-ce que c'était. Hop, hop, hop. Ouais, c'est ça. Donc, vous avez parlé du 6% des frais de notaire en Wallonie. Vous savez me dire dans quelles conditions on peut avoir cet avantage. Donc, effectivement, en fait donc, tu as 2 abattements en Wallonie. Un abattement classique et un abattement à 6%. Ça va dépendre de ton revenu cadastral. Si ton revenu cadastral, donc ce qu'on appelle la taxe foncière en France, est supérieur à 745 €, là, tu es dans l'abattement classique qui représente une économie réelle de 2 500 €. C'est pas fou, mais c'est toujours ça de prix. Par contre, si ton revenu cadastral est inférieur à 745 €, eh bien, à ce moment-là, tu tombes sous ce qu'on appelle le régime des habitations modestes. Habitation modeste veut dire que donc, ton revenu cadastral est assez faible, donc moins de 745 €, et donc ils considèrent que c'est une habitation qui est moins bourgeoise entre guillemets que les autres, pas qu'elle a spécialement moins de valeur, mais juste au niveau du cadastre et autres, forcément ça se répercute à ce niveau-là. En gros, tu peux, donc si tu es dans ce cas-là des 6%, donc avoir cet abattement. Si tu n'es pas propriétaire d'un bien immobilier, attention que c'est un bien dans lequel tu es censé rester domicilié aussi pendant plusieurs années. Donc là, tu vas devoir faire attention. Il y a des manières pour contourner cet abattement. Tout ça, on l'abordera dans le séminaire pour être sûr que vous ayez bien compris comment le faire dans la légalité. Parce que tout ce qu'on explique, Dany et moi, c'est jamais borderline, c'est jamais illégal, c'est toujours dans la légalité. Donc j'insiste, et ça, je pourrais le développer en long, en large à ce moment-là, mais ça me prendrait trop de temps de rentrer dans les détails ici. C'est juste que c'est possible. Si tu as besoin d'infos, toutefois, par rapport à tout ça, tu as déjà quelques informations sur le site notaire.be. Ça ne rentre pas dans les détails, mais tu as globalement les grands points. Voilà ce que je voulais rajouter par rapport à tout ça. Merci Elodie. Donc, elle a dit quelque chose quand même. Ne regardez pas les abattements. Elle vient de vous dire qu'en Wallonie, c'est 2500, c'est nada. Alors que si vous investissez à Bruxelles maintenant, c'est du jamais vu. Il n'y a jamais eu des abattements aussi avantageux qu'à Bruxelles. C'est le moment depuis janvier 2017, 2018, je ne sais plus depuis quand ils ont commencé ces abattements, moins 22 000 € en moins de frais de notaire. Ça veut dire si vous devez payer 30 000 € de frais chez le notaire pour acheter un bien immobilier, et bien là, c'est à 400. C'est quand même, vous allez payer que 8 000 € parce que vous avez moins 22 000 en moins à payer. C'est cadeau, ça. Vous pouvez même faire des investissements immobiliers à Bruxelles, dans des communes peut-être pas Uccle et XL, acheter votre résidence principale et faire des rentabilités équivalentes un peu à la Wallonie. C'est pas mal. Si vous louez une partie de votre habitation ou si vous achetez un immeuble de rapport 3 appartements, vous habitez dans un et vous louez les 2 autres, vous aurez aussi également le droit à cet abattement à Bruxelles. Donc, à ne pas négliger, c'est très, très puissant. Donc, Salvatore, il nous pose la question ici, est-ce qu'il faut investir avant impôt de société, mais en personne physique, ce n'est pas possible? Oui, on parlait tout à l'heure de la société, Salvatore. Si tu investis avant ISOC, c'est très puissant parce que tu ne payes jamais d'impôt de société. Je vous ai dit, ou tu laisses faire taxer à l'impôt des sociétés et puis tu utilises la trésorerie pour investir, ou tu sors cet argent en personne physique, mais on vous expliquera comment sortir de l'argent beaucoup moins que 30% de précompte mobilier. Même si vous voulez distribuer des dividendes, il existe des méthodes, des réserves de liquidation qui vous permettent de sortir des dividendes à 10% taxés, quoi. Donc, oui, ça, on parlait de société. Donc, l'avantage de la société, c'est que vous pouvez ne pas payer d'impôts, mais l'inconvénient, c'est que vous devez, avant la fin de chaque année fiscale, acheter un bien immobilier. Okay? Anthony, il dit, petite question, si on a une SPRL qui fait du chiffre, comment acheter des parts d'une autre société, société IMO, avec une société via une holding? Alors, Anthony, ça, ce n'est pas une bonne idée d'acheter des parts d'une entreprise maintenant. Mais si tu es quelqu'un multimillionnaire, il y a quelques 20-30 millions qui dorment sur ton compte, vaut mieux partir sur ces options-là, acheter des parts d'une entreprise. Si tu démarres ou tu as déjà une entreprise et tout ça qui fonctionne, il y a quelques millions d'euros,
ce n'est pas avantageux d'acheter des parts dans l'entreprise parce que nous, ce qu'on veut, c'est justement, on veut acheter le bien en lui-même en société pour pouvoir utiliser les frais de notaire et les déduire avant impôt et les amortissements et les déduire avant impôt. Et donc, quand tu achètes des parts d'entreprise, il n'y a pas de frais de notaire. En fait, tu achètes les parts directes et les banquiers ne vont pas te suivre facilement. Ils vont te demander de mettre 30 à 40% parfois d'apport, alors que si tu achètes le bien qui est hypothéqué par la banque, la banque va te demander entre 15 et 20% pour l'acheter. Donc, ce n'est pas une bonne idée d'investir et acheter des parts d'une entreprise, surtout, je ne sais pas à quel niveau tu es. Si tu es multimillionnaire, tu as vendu ta première entreprise, tu as 25 millions qui dorment sur un compte, là, oui, il faut le faire. Et ça, il faut qu'on en discute. Ce n'est pas le but de cette présentation. Je ne sais pas si tu vois d'autres questions, Élodie, il y a beaucoup ici. Oui, il y avait une question ici donc, qui demandait si ce n'était pas mieux de faire son premier investissement donc, en nom propre pour bénéficier des abattements et puis passer en société. C'est une possibilité. Après, comme je le disais, l'un n'empêche pas l'autre, hein. La société, c'est comme si tu avais une personne différente à côté. Tu as deux personnes, donc tu as deux Lilas, c'est ton nom, tu as deux Lilas, tu en as une qui investit en nom propre et une qui investit avec sa société. Et c'est totalement différent. Donc, en fonction de ce que tu as avec ta société d'exploitation ou autre, c'est possible même de faire les deux. Mais ça a du sens, c'est clair, franchement, on nous le donne. Ce serait dommage de ne pas utiliser les abattements quand c'est bien fait, bien évidemment, avec les conséquences, etc., qui en découlent. Ce serait dommage de s'en priver. Et effectivement, à Bruxelles, tu as un bel abattement donc, de près de 22 000 euros. Donc oui, effectivement, ça peut avoir du sens par rapport à ce que tu veux toi par la suite. Yes. Grégory nous dit, et comment créer une société comment créer une société aux banques? Ils demandent des bilans. Ouais. Comment créer une société aux banques? Ils demandent des bilans. Comment avoir un beau bilan? Faut qu'il y ait des bénéfices. Désolé, je ne connais rien sur ça. Non, c'est une très bonne question, Grégory. Alors, si tu as une entreprise déjà qui fonctionne, elle a des bilans, c'est plus facile d'accéder au crédit, évidemment. Si tu crées une nouvelle entreprise et tu veux investir dans l'immobilier directement sans qu'il y ait des bilans, c'est possible aussi. Je l'ai fait avec ma deuxième entreprise, BNB Oster. 3-4 mois après la création de l'entreprise, j'ai investi dans l'immobilier et que c'est la société qui a investi, ce n'est pas moi. Ils ne m'ont pas demandé un cautionnement personnel. Donc, c'est possible. Mais par contre, ils vont peut-être te demander 20%, 22% d'apport, mais pas 15% d'apport. Il faut que tu lui montres que le projet est bien solide, il est bien rentable et que tu leur donnes des garanties pour qu'ils puissent te suivre. Mais ça, on en parle dans le séminaire, comment parler aux banquiers, comment monter un dossier, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire pour que vous n'ayez jamais un refus de crédit. Anthony, il dit, tu commencerais direct par l'achat en société. Pas forcément, elle l'a dit, Élodie, tu peux commencer en privé puis en société, ça dépend de ce que tu veux faire. Hello Dani, si je n'ai pas encore de société, est-ce intéressant de commencer en tant qu'indépendant complémentaire? Appelles-tu ça investir en société aussi en un XXX? On n'investit pas en indépendant parce que c'est comme si tu as investi en société, en personne physique. Va investir en personne physique. N'oublie pas que s'il y a quelque chose mal qui se passe, on viendra chercher tout chez toi à la maison et même la maison dans laquelle tu vis. Donc, jamais, ça c'est nada à ne pas faire investissement en indépendant avec un numéro de TVA. Maintenant, si vous êtes fiscaliste et vous achetez un petit bureau dans lequel vous prestez vos services via votre numéro d'indépendant, oui, ce n'est pas non plus. Mais si vous voulez investir pour atteindre la liberté financière, avoir des revenus passifs, il faut passer par la société. Okay? Responsabilité limitée, c'est très puissant quand vous comprenez ça. Salvatore dit, j'ai une situation assez particulière. Est-ce que c'est possible d'en discuter en privé? Pourquoi pas, Salvatore, à discuter en privé avec Élodie, en société avec moi? Jean-Luc, est-ce que le système 1% en personne physique et 99% via la société est encore possible? Là, Jean-Luc, il parle un peu de ce qu'on appelle usufruit ou nue propriété, ou plutôt en indivision. Ça veut dire, si j'achète un bien immobilier, je peux acheter 1% en privé et 99%, c'est la société qui achète. Alors, ça, c'est quelque chose, le fisc, il court directement là-dessus pour contrôler. Ça devient de plus en plus difficile de faire 1% en privé et 99% en société, mais j'ai un très bon ami à moi en plus qui fait du coaching. Il fait ce genre de montage maintenant, il investit, il a pris 10% en privé
et 90% en société, bah, c'est comme si tu achètes avec ta partenaire 50%, 50%, c'est une indivision. Là, tu peux mettre une société qui fait 90% et 10% en privé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les frais de notaire, tu vas déduire 90% des frais de notaire dans la société et par contre, tu vas faire, si tu mets aussi un apport, si vous mettez 100 000 sur la table, bah toi, en personne physique, tu vas mettre 10 000 euros. Ta société va mettre les 90 000 restants et vous avez les deux. Et puis, après quelques années, vous pouvez passer le bien de la société en personne physique directement après 20 ans normalement ou 25 ans. Mais il y a moyen de, ça dépend de votre objectif, il y a moyen de le faire soit en privé, soit en société. Donc, ça ne sert à rien de faire ce genre de montage. Moi, personnellement, je trouve que ce n'est pas utile, mais il faut regarder un peu ton cas et répondre à la question plus en détail. Tu vois d'autres questions? Mukanuego, c'est pour toi. Elle dit, je suis entrepreneur de lifestyle. C'est bien. Et que j'achète en usufruit avec ma société. Les usufruits nue propriété. Donc, ça commence un peu avec des montages mixtes. Usufruit et nue propriété. Alors, oui, si tu veux. Si tu veux faire ce genre de choses, c'est intéressant, mais bon, tu peux. N'oublie pas que en usufruit et ce qui est bien, si ta société achète l'usufruit, alors qu'est-ce que c'est usufruit et nue propriété? Allez, pour simplifier les choses, gardez toujours ça en tête parce que moi j'ai eu du mal à comprendre qu'est-ce que c'est usufruit et nue propriété. Donc en fait, quand vous achetez un bien immobilier, soit vous l'achetez en personne physique, soit la société qui achète ce bien. Okay? Mais il existe un truc entre les deux, on appelle ça les solutions mixtes, démembrement, c'est que la nue propriété, ça veut dire les murs, la propriété nue, les murs, sont achetés en privé d'habitude et la société achète l'usufruit. L'usufruit, c'est comme si vous avez un pommier, un noyer, et ben vous allez, celui qui a l'usufruit, ben il va utiliser les fruits. S'il y a des loyers qui rentrent, ben c'est plutôt l'usufruitier qui va toucher les loyers. Mais si un jour, après 20 ans, on veut vendre ce bien-là, ben c'est le nu propriétaire, c'est la personne privée qui a les murs. Il faut savoir que parfois, ce n'est pas si avantageux que ça. Si vous avez des gros travaux à faire, tout ce qui est travaux de rénovation un peu faibles et tout, c'est la société, l'usufruitière peut les faire. Mais tout ce qui touche à la structure, peut-être toiture et tout ça, c'est plutôt le nu propriétaire qui doit faire les travaux. Et donc, il faut vraiment faire attention à ce genre de choses. Et donc, je ne sais pas si c'est très avantageux, quoi. Ça dépend quel type d'entreprise vous avez. Est-ce que vous êtes prêt à attendre 15 ans pour redonner l'usufruit? Donc, le nu propriétaire devient propriétaire du bien. Ben, il faut attendre 15, 20 ans pour pouvoir le revendre après une note d'impôt. Oui, c'est une idée, mais il y a moyen de… Quand vous comprenez comment ne pas payer d'impôt en société, vous allez comprendre que ça ne sert à rien de faire ce genre de montage. Maintenant, je respecte s'il y a des gens qui font ce genre de montage. Dans leur cas, pourquoi pas. D'autres questions, Élodie? Yes, on avait donc la question de Grégory ici qui parlait donc des 22 000 euros à Bruxelles. Donc Grégory, effectivement, c'est le même type d'abattement, en gros pour achat d'un premier bien immobilier, mais où tu dois effectivement donc rester domicilié dans ce cas-ci pendant 5 ans. À nouveau, comme je le disais, pareil pour la Wallonie, il y a des techniques pour contourner ça de manière légale, mais effectivement sur Bruxelles, tu dois avoir une stratégie qui est bien pensée également par rapport à ça. Mais donc, eux proposent 21 000 et quelques euros, donc un petit 22 000 euros pour démarrer. Donc, si jamais, c'est quelque chose qui peut être toujours intéressant en fonction de tes objectifs. Alors… Nicolas Drez qui dit, si je rachète une société, donc il veut racheter les parts d'une société, pas un immeuble, mais cette société possède déjà un immeuble, un bien qui est expertisé à 200 000 dedans, libre de crédit et d'hypothèque. Quel levier ça me donne si je le mets en garantie? On peut aller chercher combien à la banque sans mettre de fonds propres avec ce bien en garantie? Ça, c'est peut-être… tu sais faire l'équivalence en privé, s'il te plaît, Élodie, c'est à peu près la même chose. Imaginons un bien qui vaut 200 000 euros et il est complètement amorti, complètement payé. Il n'y a plus de crédit dessus. Comment tu peux l'utiliser pour le mettre en garantie pour acheter un autre bien?
si tu as 200 000 qui est expertisé à 200 000 et il n'y a plus de crédit dessus? Très simple. En gros, donc, si tu as 200 000 et que tu n'as plus de crédit dessus, donc tu pondères 80% de la valeur. Donc, dans ce cas-ci, en gros, bah, tu vas pouvoir mettre en garantie donc 160 000 euros auprès de la banque. Attention que c'est toujours corrélé avec une quotité et que ça dépend aussi de la capacité d'emprunt de la personne. C'est-à-dire que si vous gagnez, j'invente, 1 800 euros et qu'en fait, bah, vous avez pour 1 600 euros de crédit, il y aura un problème en fait. Donc, ça veut dire que tu as toujours cette quotité qui joue. C'est un calcul qui est un petit peu plus compliqué. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails pour vous perdre ici. Mais en gros, ils prennent à la fois la valeur du bien, ou du moins le disponible qu'il y a dedans. Donc, dans ce cas-ci, 200 000, pondéré à 80%. Et après, ils se basent sur votre situation, si vous avez des personnes à charge, etc., pour arriver à un calcul de quotité et voir concrètement, avec votre taux d'endettement, etc., comment est-ce qu'on peut vous financer. Ils vont vous donner une enveloppe globale où vous ne mettrez pas un centime de votre poche, sauf si à ce moment-là, vous avez beaucoup de dettes, beaucoup d'encours et que votre profil pour eux est un petit peu fragile. Ils vous demanderont de rajouter, de moins faire l'effort pour les frais. Donc, c'est du cas par cas, mais globalement, il y a toujours, retenez donc d'une part le bien immobilier, sa valeur immobilisée dedans, et votre situation propre et votre capacité d'emprunt, en personne privée en tout cas. Yes, merci Elodie. Donc, en société, c'est un peu similaire. Ils vont regarder un peu les bilans de cette société. En fonction de nouvel achat que tu veux faire dans cette société, est-ce que tu vas laisser la banque hypothéquer ce bien de 200 000? Ça va t'aider de mettre moins d'apport, voire parfois pas d'apport du tout si tu achètes de biens. Alors, personnellement, je n'ai jamais vu vraiment sans apport. Ils te demandent toujours un petit apport, mais tu peux arriver à 10% d'apport au lieu de mettre 15% et tout. Allez, je vais pousser peut-être pour mon prochain achat immobilier pour le 10e. Mais le truc, c'est que plus j'avance dans le temps, plus j'achète des gros trucs et ça demande quand même un petit apport parce que c'est pas. Mais si j'achète des petits biens immobiliers avec tout mon patrimoine immobilier dans la société, évidemment, la banque va me prêter de l'argent sans mettre elle peut me prêter 115% en société. Si j'ai déjà un patrimoine immobilier, j'ai déjà remboursé 1 million d'euros de capital à la banque depuis 5-10 ans. Pour toi, Hello, Kevin, il dit, si on est requalifié, que peut-on déduire? Travaux répartis sur 5, 10, 15 ans, frais de notaire, TVA récupérée a posteriori. Je n'ai pas très bien compris la question. Je pense qu'ils mixent deux notions. En fait, quand tu es requalifié, tu ne peux pas reprendre ce que tu avais avant pour le redéduire après dans la société. En gros, si tu es requalifié en tant que personne physique, donc en tant qu'une personne qui investit en nom propre. Et toi, tu as une taxation là-dessus. Les frais, les amortissements, tout ce qu'on a vu, c'était dans la société. Par contre, ce que je disais, c'est que certainement, quand en Belgique, on sera taxé sur les revenus locatifs en nom propre, c'est peut-être dans 40 ans, j'en sais rien, mais au moment où ça va arriver, ils ne peuvent pas juste dire « Ok, on taxe tout » et en fait, on ne vous donne rien en contrepartie parce que ça va faire s'effondrer en fait, le marché locatif. Parce que imagine, toi, tu gagnes de l'argent avec tes biens, etc. Du jour au lendemain, bam, tu te retrouves en négatif, c'est juste pas possible. Donc, ce qui certainement va arriver, c'est une balance de l'autre côté. Alors, c'est difficile de dire ce que c'est. Ce sera peut-être une exonération d'un certain montant au niveau des frais d'enregistrement, peut-être de nouveau du crédit à 125 pour les primo-accédants, peut-être aussi faire des déficits en France avec les travaux, etc. C'est difficile à dire, mais donc c'est vraiment des choses qui sont différentes. La requalification d'une part, tu as ce que tu peux déduire en société et tu as l'hypothèse que le moment où on sera taxé sur les loyers en nom propre, il y aura quelque chose en contrepartie qui va arriver, mais ça franchement, je ne sais pas te le prédire. Yes. Possible d'avoir un call en privé, situation très particulière avec Elodie ou Dani? Yes. Donc, du coup, Elodie, elle t'a envoyé le lien, je vois ici. S'il y a des questions pour la partie société, Elodie, on pourra voir ça ensemble. Ouais. Ensuite, l'abattement de 22K, c'est pour le premier bien. Oui, à Bruxelles, seulement pour le premier bien. Lila, elle dit, mais du coup, c'est pas mieux de faire son premier investissement immobilier en personne physique pour bénéficier des avantages primo-investissement et puis de passer en société par la suite? Ça dépend, Lila. Si tu as une société et tu as déjà plein d'immeubles dedans dans la société, rien ne t'empêche de le faire après en privé et avoir les abattements. Rien ne t'empêche de faire les deux en même temps. Il faut juste que ça soit la première acquisition à Bruxelles. Tu peux avoir l'abattement de 22 000 euros.
rien ne t'empêche de faire les deux en même temps. Réserve de liquidation ou système VVPR bis aussi. Aïe, 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 Nicolas. Moi, j'adore quand ça parle comme ça. Ce n'est pas le but de cette présentation. Oui, les réserves de liquidation, c'est très puissant, mais il y a encore mieux. On va vous donner des astuces et des conseils pour ne pas arriver à la réserve de liquidation. Vous pouvez sortir de l'argent beaucoup moins taxé que la réserve de liquidation. Et puis, la réserve de liquidation, pour sortir des dividendes dans 5 ans. Nous, on veut sortir tous les ans de l'argent dans notre poche, pas dans 5 ans. Donc, mais bon, c'est un des moyens. Grégory, fais-toi accompagner par nous ou quelqu'un d'autre. Ça fait longtemps que tu procrastines. Tu auras toutes les infos personnalisées par rapport à ta situation et ton objectif. Qu'est-ce que tu attends? Elle a raison. C'est une société dans laquelle il n'y a que ce bien en fait. Ok, good. Comment se passe un accompagnement pratiquement et qu'est-ce que cela représente en termes d'investissement? Tu sais, moi, Elodie, moi, j'accompagne pas en privé comme tu le fais. Mais tu sais que j'ai mon club, je peux parler un petit peu de mon club, mais parle-nous un peu, lui, je pense qu'il pose la question plutôt, c'est un accompagnement. Si quelqu'un veut vraiment être accompagné journalièrement pour passer à l'action, c'est plutôt toi, ta spécialité. Et il y a j'ai des feedbacks hyper positifs de toutes les personnes que tu accompagnes. Donc, si tu sais nous parler un petit peu par la méthode. Oui, bien sûr. Alors, c'est très difficile de tout détailler ici, donc c'est pour ça que je proposais plutôt un appel, parce qu'au moins, on sait bien comprendre de quoi la personne a besoin. Mais concrètement, tu as plusieurs types d'accompagnement. Tu as vraiment des accompagnements de A à Z. En gros, je suis la personne tous les jours, en fait. C'est-à-dire qu'on passe tout au crible ensemble, toutes les étapes de l'investissement, alors que ce soit le projet, le financement, les travaux, les locataires, la recherche, enfin vraiment la totale. Et donc, en gros, sur ce type d'accompagnement, l'idée, c'est qu'en gros, l'accompagnement se termine une fois que les locataires sont dans les lieux, peu importe le temps que ça prenne. Après, il y a des formules qui sont en 100% individuelles, il y a des formules de groupe, donc rien à voir avec le club que tu as, toi, Dani, mais vraiment un groupe en fait, de personnes qui avancent ensemble avec des objectifs, etc. Il y a des accompagnements qui sont plutôt adaptés aussi, donc à savoir que si la personne est déjà plus avancée, on fait seulement un package avec plusieurs sessions et des accompagnements à la session pour clarifier un objectif, une stratégie, parler d'un projet, faire une analyse, etc. Donc, c'est vraiment extrêmement variable. Donc, tout ça va dépendre de ce que la personne aura besoin concrètement. Ça mêle du présentiel, de la formation en ligne, etc. Enfin, c'est vraiment hyper complet. Et le but, c'est qu'à la fin, la personne soit 100% autonome et qu'elle puisse reproduire tout ça de son côté, globalement. Yes, merci Elodie. Vincenzo, il dit, que penses-tu du rachat d'une société immobilière? Vincenzo, on a répondu là-haut, si tu as beaucoup d'argent, c'est bien un achat des parts d'une entreprise. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, si tu as déjà une entreprise, tu peux racheter ce qu'on appelle le goodwill ou le fonds de commerce d'une autre entreprise similaire. Là, c'est très avantageux, surtout niveau abattement et niveau amortissement. Au lieu d'amortir un bien immobilier sur 33 ans, un fonds de commerce, tu l'amortis sur 4 ans et ça te permet de ne pas payer d'impôts. C'est très puissant comme process. Si tu veux commencer à rentrer plus dans le détail du business, c'est quelque chose qu'on pourra en discuter des heures et des heures. Donc, mais si tu es débutant, oublie l'achat de sociétés immobilières. Ce qui nous intéresse, c'est d'acheter des biens immobiliers pour pouvoir les amortir, pour pouvoir payer des frais de notaire dessus. Et tous ces amortissements et les frais de notaire, ils vont faire en sorte que tu ne payeras jamais d'impôts dans ton entreprise où tu es en déficit, ce qu'on appelle fiscal. Tu peux ne pas payer d'impôts pendant 2-3 ans au début jusqu'à ce que tu refais le process de nouveau. Merci Elodie et Dani, merci à toi. Bonne soirée Yurgita. Donc, Anthony, il dit donc pour les achats en société, c'est plutôt Dani. Elodie pour les achats en privé, les montages holding, etc. qui peut me coacher. Accompagnement complet. Anthony, le séminaire va répondre à beaucoup de questions. Si tu as besoin de plus d'accompagnement, nous sommes là également. On en discutera après le séminaire avec plaisir. On peut faire les deux. Elle peut te guider, Elodie, en société aussi. Je peux te guider en privé aussi. On sait faire les deux. Est-ce qu'on aura accès à l'enregistrement de ce Zoom? Yes. Apparemment, Elodie, elle a répondu. Elle le mettra sur YouTube. Grégory Salgaro, il dit, et si je mets un fonds propre pour mon premier bien en société, car je n'ai pas de bilan, si je fais faillite, je perds le fonds injecté. Ça dépend comment tu mets ce fonds-là. Si tu le mets en capital, et si tu le mets en capital, oui. Il y a des idées encore meilleures. Tu dois mettre
il ne faut pas mettre d'argent en capital. Il faut mettre ce qu'on appelle des comptes courants. Tu prêtes ton entreprise via des comptes courants. C'est comme si tu fais un prêt, la société, elle fait un prêt à toi via une convention de crédit, via ce qu'on appelle le compte courant de la société. Donc, la société te doit toujours de l'argent. Si un jour tu revends cette société, ce compte courant, tu dois récupérer cet argent avant de récupérer les prix de tes parts de cette société. Donc, ça dépend comment tu l'injectes. Mais ça, c'est pour ça qu'il faut être accompagné. C'est pour cette raison il faut s'éduquer financièrement, tout simplement. Et ce n'est pas quelque chose de complexe. Une fois que tu as capté le truc, si c'est ce sujet qui t'intéresse, 2-3 heures de truc, puis lecture de ton côté et regarder quelques vidéos, et c'est terminé. Tu deviens maître de ce sujet. Quentin, il dit, Dany, avec ta société, as-tu déjà fait un crédit par reconstitution via EIP? Tu le conseilles? Quentin, c'est une très bonne question. D'ailleurs, j'ai un très bon ami à moi qui fait ce genre de choses. Il est mon ami. Il m'a répété au moins 5-6 fois le process, comment faire des EIP via son entreprise. À chaque fois, il ne peut pas me battre avec mes méthodes de sortir de l'argent d'une manière beaucoup moins taxée que l'EIP. L'EIP, je ne dirais pas c'est mauvais, mais ce n'est pas la meilleure solution. Okay? Si tu ne connais pas d'autres solutions, l'EIP, ça peut être utile. Mais qu'est-ce que c'est le IP? C'est très simple. On revient un peu au schéma que je vous ai présenté tantôt. Chiffre d'affaires moins les charges, vous arrivez au bénéfice fiscal, bénéfice comptable, bénéfice fiscal. Juste avant d'être imposé à l'ISOC, vous allez sortir une partie, la mettre dans une assurance EIP. Ça sera déduit avant impôt et le reste, vous allez être taxé l'impôt. Au lieu d'être taxé sur 100 000 euros, imaginez on vous sortez 50 000 euros. Si vous avez le droit de le sortir, il y a des règles pour pouvoir les sortir. Si vous sortez ça, vous les mettez dans une assurance EIP, votre base imposable, elle sera maintenant 50 000 euros et vous allez payer 12 500 à la place de 25 000 d'impôt de société. Et ces 50 000 là que vous avez sortis en assurance EIP, que vous allez récupérer à vos 65 ans, vous avez le droit de sortir cet argent avant vos 65 ans. Pas 100% de cet argent. Vous allez pouvoir sortir 60 à 70% de cet argent. Il y a des gens qui disent on peut sortir 80% de cet argent. J'ai du mal à croire, mais peut-être c'est possible dans quelques cas. Imaginons vous sortez 80% de l'argent pour pouvoir le réinvestir dans l'immobilier. Le fait de le sortir, ce n'est pas vous l'avez sorti, c'est comme si vous l'avez pris à l'avance. Vous payez des intérêts ou une partie tous les mois tant que cet argent est sorti avant vos 65 ans pour pouvoir investir dans l'immobilier en privé. Donc, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Dans mes stratégies, dans ce qu'on va vous expliquer un peu lors du séminaire en octobre, je vais vous montrer qu'il existe des meilleures méthodes à moins de 20% de sortir de l'argent de votre société en personne physique pour pouvoir investir si vous souhaitez en personne physique d'une manière légale, je précise. Donc, oui, le IP, c'est quelque chose d'intéressant, mais il y a beaucoup de courtiers qui vendent ça. En fait, sachez qu'ils prennent des commissions à chaque fois, ils vous font des EIP, ils prennent des commissions à chaque fois, ils vous font une PLCI. C'est juste une histoire de commission et ce n'est pas le truc optimal. Okay? Ici, on vous éduque financièrement pour sortir le max d'argent de votre société d'une manière légale et la moins taxée possible. C'est mieux que de laisser son argent dans la société et se faire taxer la EIP. Je suis d'accord. Yes, et si tu me permets, Dany, de rajouter quelque chose par rapport à ça, un retour d'expérience, c'est qu'effectivement, il faut se méfier de ce qui semble trop beau, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, on nous vante les mérites de l'EIP, la PLCI, etc. Et on se dit, ben voilà, on va pouvoir investir dans tel projet, c'est magique, on les recharge, tchic, tchac, tout ce qui s'ensuit. Et en fait, au début, on te promet du 125, puis on te dit, ah ben non, finalement, c'est du 100, puis ah ben non, c'est plus du 100, c'est du 80% de quotité. Et puis finalement, ah ben en fait non, le projet passe plus. En gros, il faut faire très attention à ça, dans le sens où tout le monde n'est pas spécialement très intentionné. Comme Dany vient de le dire, il touche des commissions là-dessus, donc c'est dans l'intérêt des courtiers en fait que vous souscriviez des crédits de ce type, en sachant qu'il faut bien oublier que chacun a son métier, c'est-à-dire que les assurances qui font ça, ce sont des assurances, ce ne sont pas des banquiers. Et donc, ce n'est pas eux qui gèrent un type de produit maximum qui peut vraiment vous apporter les meilleurs résultats possibles dans votre cas. Et une fois que vous avez contracté la PSI, le IP, etc.,
bien quelque part après, c'est un petit peu tant pis pour vous si on vous bloque un petit peu la route avec tout ça. Donc, pourquoi pas le garder, ne pas baser toute sa stratégie dessus et pas croire non plus que ce n'est que trop beau, etc. Parce que dans mon cas, j'ai eu le retour ici récemment. Quand j'étais encore indépendante, j'ai fait une PLCI. Je devais soi-disant pouvoir emprunter 125% avec cette PLCI. Finalement, c'était plus 125, c'était 100%. Soit, ok, on va apporter les frais, pas de souci. Finalement, on valide le projet, pas de problème, on rentre le truc, ça va passer comme une lettre à la poste. Eh bien, forcément, vous vous en doutez, la suite de l'histoire ne s'est pas passée comme ça. Après, c'était 80%. Et puis, en fait, après, non, c'est le financement via ta PLCI, non, c'est juste plus possible. Donc, ce projet dans lequel j'étais déjà engagée, finalement, je l'ai pris en nom propre pour avancer, etc., parce que c'était un bon projet. Mais pour le même prix, si j'avais basé ma stratégie que uniquement sur cette PLCI, en gros, je m'engageais dans un processus où, en fait, je perdais du temps, je perdais de l'argent et le bien me passait sous le nez. Donc, attention avec ça. Franchement, si vous l'avez déjà, ça peut potentiellement être un plus, mais ne basez pas tous vos espoirs là-dessus parce que vous pourriez potentiellement tomber des nues. Et on a vraiment beaucoup d'autres mécanismes à vous proposer qui sont d'autant plus efficaces que celui-ci. Yes, merci Elodie. Vraiment, c'est vraiment toujours les mêmes feedbacks que j'ai. I agree 100% de ce que tu viens de dire. Et faites attention à ça, accompagnez-vous. Il faut que vous ayez. Je ne dis pas de ne pas le faire. Probablement un jour, je ferai peut-être un point si ça vous intéresse avec un courtier d'assurance pour vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est une PLCI, qu'est-ce que c'est une EIP et voir l'avantage et l'inconvénient de chaque. Et il n'y a rien de mal peut-être par la suite de faire une partie comme ça, mais pas au début. Au début, il faut le minimum possible d'être taxé pour pouvoir accumuler rapidement, investir dans l'immobilier, atteindre la liberté financière. Et ensuite, si vous voulez diversifier, c'est ensuite on commence à diversifier. Une très belle question de Sarah. Un bouquin génial à nous conseiller sur la fiscalité belge. Elodie, c'est vrai qu'il manque ce genre d'informations. Celui qui écrit un bouquin sur la fiscalité belge, et il peut faire le buzz en Belgique parce qu'il y a des fiscalistes de partout, mais ils sont plus spécialisés, soit TVA, soit la fiscalité. C'est très complexe et ça demande des années pour maîtriser chaque partie là. Je sais pas, tu as déjà. Ouais. Non, sincèrement, sur la fiscalité belge, là, malheureusement, je sèche, donc je vais passer mon tour, je vais sortir le joker parce que je n'ai aucune idée de livre là-dessus. Ou alors, c'est des livres qui ne sont pas du tout mis à jour et donc tu retrouves des vieilles règles d'avant et en fait, tu crois que et tu mélanges. Je pense que la meilleure chose que tu puisses faire, qui est pas mal aussi, c'est le code des sociétés, mais il faut se le taper, quoi. Donc, le code des sociétés, et puis après, voilà, se faire conseiller par un bon fiscaliste comptable, c'est encore la meilleure des choses pour prendre un raccourci plutôt que se prendre une grosse brique comme ça en ne comprenant pas tout, quoi. Alors, aussi, il faut savoir que je vous ai dit à la base, je suis ingénieur aéronautique. Donc, vous avez remarqué comment j'arrive à passer le message niveau fiscalité d'une manière simple. Ces trucs-là m'ont pris 8 ans de travail. Alors, comment je l'ai fait? Et ça, c'est ce qu'on expose un petit peu dans les séminaires. Donc, vous allez avoir beaucoup de background. Vous allez avoir une notion de tous les aspects fiscalité en octobre. Ça, c'est promis. Après, comment faire le montage correctement? C'est là où, en fonction de chacun quel montage il veut faire, il doit consulter. Et on a les personnes pour vous mettre en contact avec. Mais une chose qui m'a vraiment appris tout ça, je vais être très honnête avec toi, ça s'appelle Astuces et conseils en Belgique. Donc, il y a un truc qui s'appelle Astuces et conseils. C'est très puissant. Au début, c'était des abonnements, de 150 à 200 euros par an pour pouvoir avoir accédé à l'astuce et conseils impôts. Il y a astuces et conseils TVA, il y a astuces et conseils vous et votre société, il y a astuces et conseils maintenant coronavirus, il y a astuces et conseils médecins, il y a astuces et conseils immobiliers. Donc, si tu prends le tout, c'est 200 partout. Donc, au début, moi, je t'ai focus sur une seule chose, vous et votre entreprise. Donc, c'est en tant que gérant, comment optimiser sa rémunération. C'est très puissant comme information. Tu reçois deux articles par mois. C'est comme ça que j'ai appris la fiscalité. Et après, tous ces schémas-là, je mettais sur papier le schéma d'une entreprise. À chaque fois, j'entendais le mot dividende. Qu'est-ce que c'est dividende? Je ne savais même pas ce que c'est. Je faisais mes recherches sur Internet. Et puis, j'ai réussi à collectionner toute l'image. Et personnellement, je n'ai jamais vu un bouquin
comme on le présente dans le séminaire, un truc, une image simple, comme je viens de vous présenter. Là, je vous ai présenté une image simple, mais on peut la complexifier encore plus en rajoutant des réserves d'investissement, des réserves de liquidation, des tantièmes, plein de choses qui peuvent rentrer que au début, je ne connaissais même pas ce que c'était. Et en 8 ans d'apprentissage, lecture, consultation de sites Internet, astuces et conseils, discussion avec mes amis fiscalistes, discussion avec des experts de TVA qui m'ont permis d'acquérir tout ça. Et donc, il ne faut pas chercher, on ne peut pas tout connaître comme ça en une année. Et j'aurais bien aimé, avec les informations que je connais maintenant, j'ai plus peur de partir de zéro parce que les informations, ça reste dans ma tête. Et c'est ce qui va se passer un peu dans votre vie. C'est un chemin. Ça prend peut-être 3 jours pour apprendre l'investissement immobilier et l'indépendance financière, mais ça va demander des années à appliquer, une vie entière pour l'appliquer et maîtriser. Donc, il faut avoir cette volonté d'apprentissage et appliquer, être curieux, aller sur Internet, poser des questions, être entouré par des personnes physiques. Donc, je précise, si vous avez des questions un peu plus techniques, précises, Elodie, si tu sais mettre ton email ici, moi, je vais mettre mon email ici, je vous mets l'email info@themind.be et Elodie va vous mettre l'email. N'hésitez pas à nous envoyer si vous avez des questions, si vous voulez des questions sur le séminaire, mais soyez nombreux. Appelez vos amis après vos masterminds parce que le séminaire à plusieurs, il est meilleur. Peut-être vous allez trouver votre mastermind pendant le séminaire et une nouvelle aventure va commencer. Donc, soyez nombreux. C'est rien, 69 €. C'est un restaurant vraiment pour 3 jours. Et limite, Elodie, qu'est-ce que tu en penses? J'ai même envie d'inclure à manger pendant ces 3 jours pour inciter les gens à venir, juste pour manger. Donc, on est là pour passer le message au maximum de nombre de personnes. Ce sera un nombre limité. Ça sera à Bruxelles. On vous donnera la date exactement. Allez sur le site, inscrivez-vous et j'espère vous voir le 2-3 octobre. Évidemment, s'il y a une deuxième vague de Covid ou quelque chose comme ça, vous serez remboursé. Okay? Donc, voici le lien Cashflow and Freedom. Tapez sur Internet, séminaire Cashflow and Freedom, Elodie Sorgelos, Dani Palmera, vous allez nous trouver. Yes. Je ne sais pas si quelqu'un a encore une question à laquelle il souhaiterait qu'on réponde ou si on termine ici avec tout ça. Je pense qu'on a déjà vu pas mal de choses ensemble, donc c'est le moment, c'est l'instant. Encore une petite question ou deux si vous en avez encore. Anthony dit, le truc, c'est de pouvoir choisir le bon chemin, le plus court vers le succès et éviter les erreurs. Un mentor est très utile pour ça, comme le dit Kiyosaki. Anthony, on a été éduqué par Kiyosaki, on a été coaché par Kiyosaki. Oui, nous, on est là pas pour faire vendre des séminaires. C'est parce que, tu sais, un conseil, tu sors du séminaire, tu as capté un seul truc, il va changer carrément le parcours de ta vie les prochaines années. Tu vois. Oui, ce sont des choses que les clubs qu'on a, les accompagnements qu'on fait, ce sont des clubs privés, des accompagnements privés pour que vous évitez de faire des erreurs et atteindre la liberté financière le plus rapidement possible. Le raccourci pour éviter les mêmes erreurs qu'on a fait. Good. Anthony, il y a des gens qui ont réservé, Elodie, tu vois des personnes, ou peut-être ils vont le faire après, tu vois des gens qui sont passés à l'action après la présentation? Ouais, on a eu quelques nouvelles réservations, donc yes, on a quelques personnes bien motivées qui ont su saisir l'opportunité. Et donc, Bien, n'hésitez pas aussi pour la place VIP, elle n'est pas plus chère, je pense que c'est le double du prix. Et vous avez quand même une journée avec Elodie et moi pour poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Et c'est juste une semaine après le séminaire. Comme ça, au chaud, on sait répondre à toutes vos questions. Quentin, on en parle en privé, s'il te plaît. Nombre de places max pour ce séminaire en octobre. Pour l'instant, c'est limité. C'est limité le nombre de places. On ne sait pas vous dire parce qu'on est en train de négocier avec la salle pour savoir combien de personnes au maximum parce qu'il y a plusieurs salles. Et en fonction, on va voir quelle salle va prendre en fonction du nombre de participants. Grégory, il dit on fera un séjour LOL à Bruxelles. Elodie, tu as des LCD à Bruxelles. LOL pour 3 jours.
C'est quoi les LCD? Je ne sais pas. Location courte durée. On va vous trouver tout ça. Franchement, on va vous trouver tout ça. Ça, c'est facile. Ça, c'est facile. On a des Ouais, biens qu'on peut vous accueillir. On a des hôtels aussi. Donc, ne vous inquiétez pas. tout à fait. Et donc, ça me dit, tu demandes la promo, c'est disponible jusqu'à quand? On va la laisser jusqu'à mi-juin, mais ce sera le dernier délai pour l'avoir en early bird. Et Gabriel, tu dis que tu as besoin d'une place VIP. Ben, très simple, tu vas sur le lien et donc tu choisis ta place, tu prends VIP, tu peux payer carte de crédit, banque contact, enfin, voilà, c'est super simple. Donc, tu as vraiment ton mode de paiement que tu choisis et hop, tu es inscrit et c'est sécurisé, d'autant plus que les places VIP sont d'autant plus limitées. Donc, voilà, il y en a déjà pas mal qui sont partis. Donc, à bon entendeur, maintenant, vous savez quoi faire. Et Elodie, elle a fait un travail quand même remarquable. Ne me demandez pas, il y a pas mal de personnes qui m'appellent, Dani, j'ai besoin d'une facture. Ben, lors de l'achat immobilier, lors de l'achat sur le site, ben, vous pouvez éditer directement votre facture et la sortir. C'est cadeau. Comme ça, on ne va pas émettre une centaine de factures à chaque fois que quelqu'un nous demande. Donc, vous pouvez, si vous avez une entreprise, c'est déductible 100% et la TVA est récupérable. Go! Yes, tout à fait. Tout est automatisé, donc voilà, tout ce que vous avez besoin, on vous le procure. Grégory nous demande quelle est la différence entre VIP et standard. Je te laisse la parole, Elou. Yes, donc si tu veux, en gros, tu as tous les détails sur le site. Donc, ça, je le dis pour toutes les autres personnes si on nous regarde en replay également aussi. Alors, au niveau de la place VIP, concrètement, donc, ça comprend donc, l'accès au séminaire, donc les 3 jours, un accès prioritaire à l'entrée parce que on ne sait pas encore vous dire avec exactitude combien on sera, mais on sera beaucoup, donc vous serez content d'avoir un accès prioritaire. Vous aurez des places au premier rang et vous aurez encore après une soirée privée en tête-à-tête avec Dani et moi-même un mois après l'événement où là vraiment, comme je le disais, on sera en petit comité et donc le but c'est vraiment qu'on puisse vous éclairer un maximum par rapport à vos projets, vos questionnements, etc. Et donc ce sera ultra select. En gros, c'est la différence avec la place standard qui, elle, vous fournit l'accès aux 3 jours. Et probablement les fiscalistes, si vous avez des questions de fiscalité, des questions de comptabilité, des questions un peu plus axées société, il y aura les intervenants du séminaire qui seront avec nous. Franchement, 150 € pour une journée plus 3 jours de séminaire, je ne sais pas ce que vous attendez. Franchement, success is a decision way. Et si vous n'avez pas pris encore votre place, vous savez quoi? Restez dans la rat race. C'est si simple que ça. Moi, je suis direct comme ça. Go, prenez action. C'est quelque chose qui va complètement changer votre vie. Côté mindset, côté bonne nutrition, santé, business development et immobilier, ça n'existe nulle part. Ça n'existe pas en Belgique, ce genre de séminaire. Non, franchement, moi j'ai fait des dizaines d'événements, alors surtout en France quand j'ai démarré, et ça m'a coûté vraiment beaucoup. Je ne regrette pas du tout de l'avoir fait, mais je pense que si j'avais vu un séminaire de ce type à ce prix-là en Belgique, mais j'aurais même pas hésité 3 secondes, quoi. Grégory, il pousse pour son buffet. Ben, écoute, à voir, à voir. Peut-être on va faire un buffet. Si je suis dans un bon mood avec Elodie, on va faire un bon buffet. Manger libanais, en plus, c'est délicieux. Donc, super. Alors, je pense que c'est bon, Elodie. On a passé quand même 2 heures avec vous. C'est vraiment, on est là une fois par semaine à donner de l'information, à vouloir éduquer au maximum les personnes qui sont présentes. Merci à vous tous d'être présents. Soyez nombreux au séminaire. Si vous avez des questions un peu plus complexes niveau société ou privé, n'hésitez pas à nous envoyer à Elodie et moi un email. On est là, on vous répond dans les 24 heures. Voilà, merci à vous tous. Belle soirée. Merci à toi, Elodie, encore une fois pour ta disponibilité et ton enthousiasme. Et j'espère qu'on en fera d'autres d'ici 2 semaines parce que je pense que ça plaît. Bien sûr, quand vous voulez, on peut parler immobilier pendant des heures. Donc franchement, on se refera ça, c'est garanti. N'hésitez pas, je vais mettre le replay aussi sur la chaîne YouTube, comme ça vous pourrez y accéder quand vous voulez. Et si vous avez des questions, comme Daniel a dit, envoyez-nous un email et surtout prenez soin de vous et on a hâte de vous retrouver très prochainement. Merci à toi, Dani. Merci à tous et belle soirée à tout le monde. Merci, belle soirée à tout le monde. Au revoir.